tir, Mario. Oh, okay. La précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Alexandre Pika! Bonsoir les jeux de la semaine! Mais quel arrêt de la part de Claude Descansins. Le laver. La fin, le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, oui, il est bon! Et voilà! L'assurance est champion! Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Dominique Maltais, donc une légende là, de la LNH dans le club des 500 points. Ça va être très plaisant. Un gars qui était bâti sur mesure pour les séries éliminatoires. C'est normal. Il faut faire un petit lien avec les séries de la LNH qui sont... on est en pleine série. Dave, comment ça va? Exact. Ça va bien, toi? Yes, ça va bien. Aujourd'hui, j'ai délaissé la chemise et j'ai mis la casquette et le hoodie. Je me suis dit que là, c'est les séries. C'est plus le temps d'être propre. C'est plus du hockey propre. Il va. C'est du hockey, j'allais dire sale. Ouais, faut se mettre faut se saler les mains. Ouais, faut se saler les mains, se mettre le nez dans le trafic. Fait que merci d'avoir fini ma phrase, Dave. Ouais, je t'accompagne, là, j'ai mis une casquette pour justement, j'avais quand même une petite chemise, mais. Good. Donc, les séries, là, on est en pleine série. C'est très chaud, là. Il y avait deux équipes qui menaient 2-0, puis je pense que ça s'est pas mal resserré après une semaine de plus. Là. Donc, il y avait trois équipes qui menaient 2-0. Ouais, trois équipes là, qui étaient à 2-0. Donc là, le portrait s'est resserré un petit peu. On avait peut-être peur là, qu'il y ait des séries qui se terminent rapidement. Finalement, ton vœu est exaucé. Toutes les séries vont se finir en 7, Dave. Ouais, ben, on est parti pour ça. Il y a encore deux équipes qui tirent de l'arrière 3-1, on ne sait jamais, mais ouais, on est parti pour ça. Puis, non, c'est le fun. C'est le fun au moins que ça ne soit pas fini en 4 pour Thetford Mines ou Jonquière. Je pense que ça ne va jamais être arrivé que Jonquière et Thetford Mines, les deux tirent de l'arrière 0-3 d'une première ronde. C'est tant des équipes qui se rendent super loin d'habitude en série. Mais. Je t'ai dit, ton vœu va être exaucé, Dave. Toutes les séries en ouais. On est parti pour ça. Là, Laval, Saint-Hyacinthe, ça n'a pas de bon sens comment c'est serré. Toutes des games de 1 but, 2 en prolongation, que ça s'est joué à la dernière minute, l'autre que c'était un écart d'un but pendant la moitié du match pratiquement. Ensuite de ça, Thetford Mines aussi, Rivière-du-Loup, c'est très serré. Les 2 matchs en fin de semaine, c'est des matchs d'un but aussi. Fait que c'est vraiment du hockey serré. Il y a juste Sorel Jonquière que c'était des écarts plus grands là, en fin de semaine, mais ça a quand même été un de chaque bord. Donc, ça va se poursuivre. Puis, le podcast tombe à point mardi parce que ça recommence dès demain. Là. Il y a 2 matchs demain, 3 matchs jeudi. Probablement au minimum 2 matchs vendredi. Non, parce que Québec, Saint-Georges, c'est mercredi-jeudi, match 5-6. Puis ça serait samedi, je pense, le match numéro 7. Mais il y a au minimum un match vendredi. On va savoir là, s'il y en a plus qu'un jeudi, mais non, on va avoir du hockey de semaine. Ça va être bon, dès demain soir. Yes. Quelques nouvelles qui, quand même, dans la dernière semaine, je pensais là, en faisant mes recherches là, que il y avait eu des bons matchs, là, mais peut-être moins de nouvelles. On n'a plus les joueurs de la semaine, ces choses-là. Mais finalement, il y a quand même plusieurs choses qui sont tombées, même aujourd'hui. Oui, je pense que une histoire qui a fait jaser quand même beaucoup, c'est le protège qui avait été mis sur le match numéro 3 entre Jonquière et Sorel-Tracy. La Ligue là, qui est, dans le fond, annoncé que le résultat de ça, c'est que Sorel avait été mis à l'amende. Ça a été, là, il y a un article qui est sorti dans le Sorel-Tracy magazine qui disait, je pense, pour essayer de vulgariser un peu, ce qui est arrivé, c'est que dans l'alignement électronique, au début de la rencontre,
c'est Maxime Dany, qui avait été inscrit au lieu de Simon Dany Pépin. Donc, Maxime Dany qui n'était pas en uniforme, Simon Dany Pépin qui était en uniforme. Deux joueurs dont le nom de famille, c'est Dany. Deux joueurs aussi que leur numéro, un c'est 3, l'autre c'est 4. Fait que, en tout cas, c'est la personne en charge de rentrer électroniquement l'alignement qui a fait une erreur. Donc, dans le fond, la Ligue là, qui a décidé que ça n'allait pas avoir d'impact sur le match ou quoi que ce soit, mais que ça allait être mis à l'amende pour l'erreur commise. Yes. Donc, vous pouvez aller lire là, le communiqué de la Ligue sur le site de la Ligue là, pour avoir plus de détails. Il y a également là, des extraits là, de la régie, donc on peut savoir exactement là, qu'est-ce qui en retourne dans le livre des règlements. Donc, voilà pour cette histoire. Parlant de cette série-là, il y a quand même un joueur qui a retenu l'attention en fin de semaine, Philippe Desrosiers, qui a réalisé 2 jeux blancs d'affilée, les matchs 2, les matchs 3. Donc, 131 minutes d'affilée sans avoir accordé de but. Malgré le fait que les Marquis ont gagné le match numéro 4, la séquence est toujours active puisque c'était Dominic Graham qui était devant le filet samedi à Jonquière et non Philippe Desrosiers. Donc, Philippe Desrosiers qui devrait vraisemblablement là, être à son poste jeudi, donc on pourra là, essayer de bâtir sur cette séquence-là. Je pense que les Marquis, ça a fait du bien par contre là, de débloquer pour une performance de 5 buts samedi. Même si ce n'était pas Desrosiers, je pense que ça va quand même. Là, on va tenir les bâtons un petit peu moins serrés, ça va faire du bien. Aussi, là, ce qui a été un petit peu analyse, là, mais je pense que ce qui est encourageant aussi, c'est que la majorité des buts, c'est tous des buts qui ont été marqués, des rondelles déviées devant le filet, des retours de lancer, donc des joueurs qui étaient placés là, où est-ce qu'on marque des buts, on l'a dit, il faut se saler les mains, donc où est-ce qu'on marque des buts en série dans ce match-là. Donc, puis c'est une série aussi que ça n'avait pas joué super rude dans le match numéro 1 et 2, mais là, le match numéro 3 et 4, le ton est lancé aussi dans cette série-là. Ça a brassé pas mal entre Sorel et Jonquière. Fait que c'est le fun de voir là, que la rivalité est encore là entre les deux équipes. Sinon, là, si on parle aussi là, de cette série-là, ben, il y avait la belle visite à Sorel vendredi soir. Tony Marinaro, l'animateur chez BPM Sport, qui... également, là, on le voit des fois je pense à la poche bleue. Salutations là, à nos amis Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse du bataillon. Mais avec que des beaux mots pour l'organisation, là, lors de l'émission de lundi matin, il y a un petit extrait là, qui a été partagé sur la page de la Ligue. Là, un peu raconter son expérience, puis à quel point aussi... il avait été impressionné là, par le niveau de jeu de la Ligue nord-américaine. Donc, c'est des petites percées, des petites brèches ici et là qui font que, justement, là, on parle de mieux en mieux de la Ligue, puis que la Ligue commence à avoir plus de rayonnement dans les médias de la province, notamment aussi à Québec, des reportages, comme tu as parlé, là, de Stéphane Turcot, qu'on a vu aussi. Ce qui était drôle aussi dans le reportage que tu as été partagé sur la page de la Ligue, de voir que Sébastien Auger donnait des cliniques de gardien de but avec Michael Tam, là, qui était entraîneur-chef à l'école. Donc, les deux joueurs qui vont se retrouver sur la patinoire demain. C'est quand même drôle. Exact. Et pour finir, un petit peu avec Québec aussi, une belle nouvelle du côté de Québec, c'est que le match numéro 4 samedi soir, malgré le fait qu'il a débuté à quasiment 9h30 à cause des matchs de hockey du tournoi le précédent qui ont fini plus tard que prévu, 1405 spectateurs, qui est la première de l'histoire, la jeune histoire du National de Québec. Donc, c'est le fun de voir que les gens sont au rendez-vous. Puis, cette série-là aussi, ça a fait couler beaucoup d'encre. Là. Ça s'envoie quelques flèches à radio, mais je pense que c'est bon pour la rivalité. Parlant de flèches, avant le début de la série, Alexandre Picard qui avait dit justement que c'est l'équipe la plus proche, qu'il y avait une rivalité et tout ça. Puis Kevin Coutier qui avait dit pour nous, il n'y a pas encore de rivalité. Puis ce qui était vrai aussi, c'est quand même la première année quand on compare les rivalités avec les autres équipes que Cool FM avait. Mais je pense que le ton est lancé. Puis c'est le fun de ces deux équipes proches géographiquement que de façon organique, il y a une nouvelle belle rivalité qui est en train de s'installer. Puis c'est une rivalité aussi qui peut exister parce que Québec tient son bout niveau hockey aussi. Là. La série est égale 2-2, donc il n'y a rien de joué encore dans cette série-là. Donc,
non, ça promet pour... c'est mercredi, jeudi, match 5 et 6 dans cette série-là. Fait que ça promet pour demain et après-demain. Yes. Je pense qu'il y avait peut-être juste une autre petite nouvelle que je voulais partager. Aujourd'hui, j'essaie juste de retrouver mon image en même temps. Mais j'ai vu là, dans le groupe Hockey Senior Sans Tabou là, qu'on avait fait un petit vidéo. On a ramené là, la bannière House of Pain à Laval. Donc, petite image ici pour nous rappeler les belles années. Donc, on donne le ton là, avec la bannière House of Pain. On ramène le hockey de série, on ramène la bannière en même temps. Donc, un aréna que c'est toujours dur d'aller jouer là-bas avec la foule qui est très hostile. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle idée marketing là, de ramener la bonne vieille bannière là, avec le nouveau logo là, sur celle-ci. Il faut ce qu'il faut, on est en série. Donc, par là, on en a un invité qui va pouvoir nous parler du House of Pain, celui de l'ancien temps. Il a déjà joué pour les Chiefs, mais les Chiefs à Saint-Hyacinthe, mais a souvent joué en tant que visiteur dans le House of Pain. Donc, on va pouvoir peut-être lui en glisser un mot. Mais ouais, puis dans le chat aussi, je vois Éric Giard qui dit « Vous pensez quoi de la série Saint-Hyacinthe contre Laval? » Si on va parler peut-être un petit peu plus des séries vite là, après l'entrevue, mais comme je disais en entrain de jeu, moi je trouve ça le fun aussi quand on parle de des équipes d'expansion qui tiennent leur bout, c'est 2-2 dans cette série-là. C'est des matchs super serrés, ça se joue, c'est des détails là, quand c'est des matchs d'un but en série. Ça peut même être un bon chanceux ici et là, des fois qui vont déterminer l'issue d'un match. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Puis sinon aussi du côté de Saint-Hyacinthe, d'avoir la défensive en santé. Je parle notamment aussi de côté analyse, le retour de Gabriel Verpasse en série, je pense que ça paraît beaucoup parce que il a amassé une coupe de passes en fin de semaine, il est très physique, capable là, de faire régner l'ordre, œuvre un peu dans toutes les sauces. Je pense que c'était un gros morceau qui a manqué en deuxième moitié de saison à Saint-Hyacinthe. Surtout qu'on avait échangé Samuel Desgroseilliers à Jonquière, donc de revoir une défensive plus en santé, je pense que ça l'aide beaucoup Saint-Hyacinthe dans la série. Avant d'y aller là, avec notre invité de ce soir, Dominique Maltais, peut-être faire quelques salutations dans le chat. Jean-Paul Veilleux qui dit « Bonsoir les boys et bonne soirée ». Richard Poirier qui dit « Go LNH, go ». Donc, Danny qui dit salut les boys, puis il me fait le message que sa vidéo de lutte qui m'a parlé va sortir demain. Bon, et Max, je tombe pas en pleine face. Donc, on va voir ça demain. Jean-Paul Veilleux qui... Comment? T'es un lutteur, Danny Charette? Non, j'ai vu, il n'est pas un lutteur, mais il était dans une vidéo, un clip là, d'un gala de lutte, mais pas en tant que lutteur. Okay. Il était, je pense, agent de sécurité. Ah, ok. Donc, c'est lui qui essaie de séparer les lutteurs puis qu'il mange. Je pense que c'est un peu ça. Je veux pas gâcher de punch, là, mais Jérôme Lévesque qui dit bonsoir à vous tous. Jérôme a sorti également là, sur le groupe Hockey Senior Sans Tabou des petites phrases là, à propos de chaque série qui étaient très drôles. Là, si vous voulez aller voir, je lève mon chapeau, ma casquette. Emmanuel Gagnon qui dit salut les boys, go bataillon. Céline Gilbert qui dit salut les boys, bonne soirée. Eric qui demande salut, ça va? Puis Emmanuel Gagnon qui rajoute là, que Verpasse fait vraiment du bien. Puis Claudia Castonguay qui dit comment prenez-vous la décision qu'ils ont prise pour le protège? Nous, on est payé pour faire le podcast, pas pour donner notre opinion sur les décisions de la Ligue. Ça, c'est votre job à vous autres. Ouais, je connais pas, puis tu sais, je connais pas assez les règlements pour savoir si la décision est bonne ou pas. Là. J'ai lu l'article comme tout le monde.
Et Pat Power qui dit salut Seb, il dit salut Seb, mais pas salut Dave. Donc, Pat qui est DJ parfois là, à Saint-Hyacinthe, chez le bataillon. Donc, on est prêt à y aller avec notre invité de ce soir, Dominique Maltais. Let's go. Salut les boys. Salut Dominique, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Yes. Oui, ça va, merci. Merci de ta présence ce soir sur notre podcast. C'est quand même un grand honneur là, que tu nous fais ce soir quand même. Ah non, tout l'honneur est pour moi, les boys. C'est vraiment le fun de l'invitation. D'un, merci de m'avoir invité. De deux, c'est toujours le fun de prendre du temps pour parler de la Ligue nord-américaine de hockey que j'ai eu tellement de belles années et de bons moments dans cette ligue-là. C'est toujours le fun de pouvoir en reparler. Je parlais un honneur, Dominique, là, parce que j'ai parlé à ton ancien coéquipier Christian Sbroka, puis me vantait quand même ton humilité, et on va en parler un petit peu plus en détail tantôt, mais c'est très drôle. Les Broke, très bon gars, très bonne personne. On a eu beaucoup de fun avec Les Broke. Donc, on l'a dit un peu d'entrée de jeu aussi quand on t'a présenté dans le club des 500 points, quand même un club assez prestigieux dans la LNH. Tu as fait 550 points en 388 parties, sans compter là, les parties de séries éliminatoires et les points de séries éliminatoires, mais quand même aussi un beau parcours au niveau professionnel avant de se joindre à la Ligue nord-américaine. Oui, c'est ça. Je me suis promené, disons que je me suis promené beaucoup. Les 10, je pense, c'est les 8-9 premières années que j'ai joué aux États-Unis et en Europe. Commencé au Texas, Fort Worth pour 2 ans. Après ça, 5 ans, Norfolk, Hampton Road, là, ce qui est Virginia Beach dans la ECHL. Après ça, pour avoir une année de passage en Angleterre. Puis finir 1 an à Caroline du Nord pour revenir dans la Ligue nord-américaine, là, si je ne me trompe pas, en 2001, je crois, en 2002, là, déjà, ça fait quelques années. Mais oui, j'ai eu beaucoup de... Ça a été un beau parcours, je peux te dire. Là, rencontrer beaucoup de bonnes personnes, jouer avec des bonnes équipes, des belles expériences. Ça a été vraiment le fun, je peux dire. On rêve tous de jouer dans la Ligue nationale un jour. Mais le parcours que j'ai fait pendant, je pense, c'est 18 ans avec les années de la Ligue nord-américaine, de 20 à 18, je pense, ça a été des années mémorables. C'est des années que je n'oublierai jamais. C'est probablement les 18 plus belles années de ma vie. Tous les matins, on se lève, puis je suis capable, on s'ennuie de ça, là, la camaraderie, puis tous les gens que j'ai rencontrés. Puis je parlais de Christian Sbroka tantôt, qui était encore, que je jouais pas beaucoup, mais qu'on est encore de très bons amis. David Saint-Pierre, qu'on se parle à toutes les semaines, qui est un best friend à moi que j'ai rencontré par rapport au hockey. J'ai des amis de Victor Gervais qui reste en Colombie-Britannique, qu'on a joué ensemble à Hampton Road, qui a joué avec moi dans la Ligue nord-américaine, avec les Chiefs de Saint-Jean un an. J'ai encore des contacts avec eux autres. Fait que les connaissances qu'on fait, au-delà du hockey, je pense que toutes les connaissances qu'on rencontre, les gens qu'on rencontre, c'est priceless. Puis j'ai passé des belles années. On va en parler un petit peu plus en profondeur, justement, de ta carrière. Un petit peu là aussi avant d'arriver, on va se concentrer probablement plus sur la Ligue américaine, mais tu as quand même un très beau parcours junior, notamment là, Trois-Rivières, où est-ce que tu t'es fait repêcher, un petit peu à Saint-Jean, puis à Beauport, là, dans la région de Québec. Si tu peux y aller par le commencement, là, quand tu as été repêché à Trois-Rivières, comment est-ce que ça s'est fait, là, ton entrée dans la Ligue junior majeure? Là, ça a été, j'ai été chanceux, vraiment. J'ai été repêché à Trois-Rivières, puis quand je suis arrivé, ma première année, l'équipe était vraiment pactée avec les Yannick Perrault, Steve Larouche, Marco Pietronero, Martin Saint-Amour. Je pense que les 5 premiers scoreurs de l'équipe avaient au-dessus de 130 ou 140 points. Puis moi, j'arrivais là comme un gars qu'il fallait qu'il mette le puck dans le net. Fait que c'était Danny Dubé à l'époque, notre entraîneur. Fait que quand on pognait un powerplay, ma première année, je ne me revirais pas pour avoir la table sur l'épaule. J'attendais un petit peu le deuxième powerplay. Il y avait tellement de bons joueurs. Puis ça a été une belle année. On avait fini, je pense, les premiers ou deuxième au classement. On avait été
éliminé par la Laser de Saint-Hyacinthe avec Martin Brodeur, l'année qui avait été repêché en première ronde par les Devils. C'était Martin qui nous avait sorti des playoffs. On devait avoir 60 shots par game contre le Laser, puis il nous avait éliminés. Mais ça avait été une belle année. J'ai joué là pendant 2 ans et demi avant d'être échangé à Saint-Jean pour une petite partie du mois de novembre au mois de février à 19 ans. Saint-Jean ne faisait pas les playoffs cette année-là, fait qu'il m'avait tradé à Québec. Fait que j'ai joué à Québec à 19 ans. J'ai fini mon année de 19 ans. À 20 ans, j'avais été invité au Canada nordique de Québec, puis je suis retourné junior avec les Harfans de Beauport. Les Harfans ne faisaient pas les séries cette année-là, fait que j'ai été rééchangé à Saint-Jean. Fait que je me suis promené avec ma valise pas mal dans le junior, je veux dire. Je la mettais pas trop loin. Ça a été des belles années, par contre. Un camp avec les Nordiques de Québec. C'était comment dans le temps, là? Ça devait quand même être une belle expérience. Comment est-ce que ça se passait? C'est sûr que ça a été une expérience. Écoute, c'est une des plus belles expériences de ma vie. Je suis arrivé au camp. C'était l'année qu'il avait échangé Rick Lindros pour toute la Ron Extall, Peter Forsberg. Contre une moitié de l'équipe. Il y avait l'équipe avec Joe Sakic, Matt Sundin. Il y avait beaucoup de Hall of Fame qui étaient dans ces années-là. C'était des gars de mon âge, ou 1 an ou 2 plus vieux que moi. Fait que ça avait été une super belle expérience. Jouer quelques matchs hors concours. Après ça, descendu à la Ligue américaine, puis retourné comme 20 ans junior à Québec. Mais l'expérience avait été extraordinaire. Je souhaite, j'aurais aimé en vivre plus, mais à 5 et 10 dans le temps, c'était plus difficile de passer au prochain niveau. Mais ça a été des expériences inoubliables. Je peux juste vous dire que quand tu embarques sur la glace avec Joe Sakic puis Matt Sundin, puis Ron Extall, mettons que je ne lançais pas plus haut que les pads parce que j'avais peur qu'il parte après moi. Tu connaissais le gars de réputation. Ouais, c'est ça. Elle est super de bonne personne, sauf que tu embarques sur la glace, tu veux pas, il n'y a pas personne qui n'est pas intimidé quand tu embarques sur la glace avec ces gars-là la première fois, mais ça avait été des expériences vraiment le fun. Les gars étaient vraiment sharp. Puis moi, je jouais à Québec, fait que j'ai croisé souvent, de temps en temps, quand on allait prendre un verre après game, mais il était souvent d'Agobert, fait qu'on les recroisait. Fait que c'était des connaissances que j'avais eues pendant le camp, puis qui les gars étaient corrects avec moi pendant la saison, là, quand j'ai voyé à l'extérieur de la glace. Et puis après le parcours junior, est-ce que tu as eu d'autres offres pour des camps, pour signer peut-être? Non, mais je vais t'avouer que mon année 20 ans, j'avais eu une super bonne année à 19 ans, là, près de 100 points, 200 minutes de punition. Ça avait vraiment bien été. Le camp avec les Nordiques. Mon année 20 ans, ça a été plus ou moins. On avait une belle équipe avec Beauport. Je pense qu'on était classé 6e au Canada pour la Coupe Memorial. Puis ça a été un désastre. Je ne sais pas la raison, je ne la connais pas, mais Matthew Barnaby, Yann McIntyre, Marcel Cousineau dans le net, Paquin qui avait été repêché avec les Flyers. On avait une bonne équipe. On était loadé. Eric Cool qui jouait avec nous autres. Simon, on avait vraiment une très, très bonne équipe. Puis pour une raison quelconque, je ne sais pas, ça n'a pas cliqué. L'entraîneur Alain Chénier, qu'on avait probablement un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu, une des meilleures personnes que j'ai eues comme entraîneur. Ça n'a juste pas cliqué, la chimie. J'ai eu une saison difficile. J'ai été blessé. J'avais été blessé aussi. J'avais manqué beaucoup de matchs. Fait que après mon année 20 ans, j'avais été invité, j'avais été joué dans le temps la Ligue centrale à Fort Worth au Texas. J'avais été joué là 2 ans. Par la suite, j'avais signé un contrat de 2 ans avec Portland dans la Ligue américaine, qui était affilié avec Hampton Road, Virginia Beach, Norfolk. Que j'ai joué quelques matchs à Portland, j'étais up and down, puis je te dirais 95% du temps à Hampton Road dans la East Coast. Puis j'ai fait mon parcours de même, tranquillement, petit train va loin. Puis j'ai eu vraiment des belles expériences, surtout à Norfolk, une place incroyable de 1000 personnes à tous les matchs. On a un condo sur le bord de la mer à Virginia Beach. Je joue au golf régulièrement. Fait que j'ai été vraiment choyé. J'ai eu la chance, mon épouse, à l'âge de 20 ans, qui est partie avec moi, tout lâcher l'école de Silesia pour me suivre. Fait que
c'était des belles expériences. Ça a été vraiment le fun. Puis, Hampton Road, c'est comme une deuxième maison pour moi. Ça fait longtemps que je ne suis pas retourné, mais j'ai tellement de bons souvenirs et de bons amis là-bas que ça a été vraiment des belles années. C'est comment le hockey dans la East Coast / Ligue centrale qui est un peu équivalente là, dans le temps, dans le sud des États-Unis, au milieu des années 90? Est-ce qu'il y avait... est-ce que c'était une ligue qui était tough? Est-ce que c'était une ligue qui était bonne aussi? J'imagine Fort Worth, c'est proche de Dallas, me semble. Ouais, Fort Worth, c'est à peu près à 45 minutes, 1 heure de Dallas. Tu as joué dans le temps où est-ce que les Stars arrivaient aussi? Oui, exactement. Même souvent, on pratiquait à l'aréna le camp d'entraînement était dans l'aréna de pratique des Stars. Fait qu'on nous autres, on embarquait sur la glace, puis souvent Dallas pratiquait dans le temps avec Mike Modano, puis tout ce gars-là, on voyait tous les gars. Puis ça a été 2 belles années d'expérience au Texas, qui est un state qui est un petit peu c'est country. Puis j'ai appris j'ai vécu des expériences au niveau de comment les gens vivaient au Texas, là, les rodéos, puis les country, puis tout le kit. Mais c'est une super belle ville. On avait une belle aréna à Fort Worth. J'ai eu 2 belles années, rencontré des gens extraordinaires. Par la suite, j'ai été 5 ans à Hampton Roads, qui était, d'après moi, au niveau, je te dirais que la CHL, la centrale, puis dans le temps, la East Coast, le calibre était similaire. Là. Il y avait comme 6 équipes dans la centrale, puis il y en avait peut-être 10-12 dans la East Coast à l'époque. Là, puis là, avec les années, ma dernière année, il y avait 30 équipes dans la East Coast. Mais ça a été des Hampton Road, écoute, on était traités comme les Canadiens de Montréal, là, nos photos, ces autoroutes, puis c'était fou, là, on était vraiment, tu sais, un aréna de Namel-Siège, j'étais sold out tous les soirs, puis c'était une ligue qui était tough, puis j'avais probablement le coach, ma première année, là, je jouais avec Dave Saint-Pierre, on était 3 Québécois, il y avait Claude Fillon aussi qui était là, puis Serge Aubin, on était 4 Québécois. Puis, je vois pas John Brophy. John Brophy, je ne sais pas si vous ne connaissez pas John Brophy, tu le googleras tantôt. Là. Ouais. Il a coaché Maple Leaf de Toronto. Il a coaché, c'est le gars le plus tough de l'histoire du hockey. Là. Je pense qu'il y a des minutes de punition. Fait qu'on avait des équipes extrêmement tough, un peu au Chief de Laval, de la East Coast. On en avait à peu près 8 qui pouvaient se battre avec n'importe qui dans la ligue. Fait que c'était mes années que j'ai joué à 6-2, 6-3. J'étais vraiment grand toutes les games. Je prenais 2 pas mal plus brave, mettons. Mais c'était le fun. John Brof il est décédé il y a quelques années, mais quel personnage, écoute, on avait gagné la Coupe en 98. Puis, écoute, c'est tout qu'un personnage. J'aurais des histoires à vous conter. Ça prendrait de... on est là pour ça, si t'en as une ou 2. Écoute, il était vraiment spécial. Souvent, les games, on embarquait ça dans le warm-up, puis lui, il se mettait des lignes noires. Il avait les cheveux blancs, il avait 60 quelques années, il se mettait des lignes noires en dessous des yeux, puis il se mettait des lunettes fumées, puis il regardait juste l'autre équipe, l'autre bord. Mais il savait tellement qu'on était tough, les gars, pour ça devant le bec, puis il se penchait la tête parce qu'il ne voulait pas la regarder, tu sais. C'est un personnage, là, écoute, il nous a fait faire des affaires, je me rappelle, ma première année, je ne connaissais pas trop. Fait qu'on perdait un match, on perdait contre Richmond, qui était une grosse rivalité, peut-être 2 heures de route d'un des l'autre, puis l'aréna était pleine, bien plein. Puis on a perdu comme 6-7-1. Fait en 3e période, il a dit « Déshabillez-vous pas, vous allez patiner jusqu'à temps que vous allez vomir toute la gang. » Il dit « Il n'y en a pas un qui va débarquer. » Fait qu'après la game, on se déshabille, on rentre dans la chambre, il rentre dans la chambre avec ses patins, puis il dit « Tourne sur la glace. » On avait patiné, je pense qu'il devait être 11h30, minuit dans le temps. On a patiné pendant 1h30 de temps, tu sais. Fait que, mais je m'en étais rappelé parce que 3 mois après, on s'en va jouer à Johnstown, la vieille aréna, qui avait filmé le film de Slapshot. C'était un des frères Henson qui coachait l'autre équipe, l'équipe de Johnstown. Puis encore là, on perd, puis
Il dit, vous allez patiner, mais là, on est sur la route, puis ça ne me tente pas de patiner après la game, tu comprends? Vous allez patiner, puis il crie après nous autres, puis il crie après nous autres. Fait que j'embarque sur la glace, puis tu sais, j'étais pas un tough, là, mais je dis au gars, il restait 5 minutes à la game. J'ai dit, il faut qu'on se batte. Il dit, non, il dit, moi, je me bats pas. Il dit, oh merde, je me bats pas, je dis, t'as pas le choix. J'ai dit, moi non plus, je veux pas me battre, mais il faut qu'on se batte. Fait que bang, je saute dessus. Bidding, batang, c'est là, le gars, il avait même pas jeté ses gars, je pense. Puis je me mets à crier après l'arbitre. Papa, je dis, mets-moi dehors. Fait que l'arbitre, il me met dehors de la game. Je m'envoie dans la chambre, je me déshabille, je me dépêche, je m'envoie dans l'autobus. Les gars, ils avaient gardé les gars pendant 1 heure sur la glace après patiner. Je m'en rappelais en tabarouette. J'avais sauvé 1 heure de patin cette fois-là. Il était en tabarouette après moi. Il me cherchait partout dans l'aréna. T'étais dans l'autobus et tu les attendais. Hein? Les gars, ils riaient, mais lui, quand il rentrait dans l'autobus, il dit I'm gonna get you back. Ça avait été une belle. Je m'en étais bien sauvé cette fois-là. C'était quelqu'un qui était très, très, très demandant. Là. C'était une demi-heure de patin, toutes les pratiques. Les morning skates, on patinait à 10 heures. L'équipe adverse arrivait à 11 heures, pratiquait à 11 heures. Fait qu'il arrivait, il restait comme 20 minutes à 10 minutes au morning skate. Il serrait toutes les portes le matin des games, puis il nous faisait patiner pendant 20 minutes, juste pour montrer à l'autre équipe qu'on était plus en shape qu'eux autres. Tu sais, c'était un personnage, c'est un gars que je vais me rappeler toute ma vie. Ça ressemblait un peu au style militaire. Là. Beaucoup. Ouais, beaucoup. Écoute, je me rappelle même, il y a un matin, on avait 3 Russes qui jouaient avec nous autres, puis les Russes, ils aimaient bien vodka, eux autres, puis ils se pataient à la face de temps en temps, tu sais, fait qu'il y avait une pratique. Le Russe, il se présente pas, puis il y a comme Brove pour voir les 2 autres, il dit, où est-ce qu'il est ton chum? Il dit, sort 2. He's sleeping. Fait que, il dit parfait. Puis nous autres, on restait sur des condos sur le bord de la mer, tu sais, à la beach, à Virginia Beach. Fait qu'après la pratique, il met son tracksuit, il s'en va à l'appartement, cogne à la porte, lève le gars qui avait la bouteille de vodka encore à côté de lui. Il dit, mets tes souliers, il l'a fait courir pendant 2 heures sur le bord de la mer. On a tous ses corps, il faut le regarder, mais ça, c'était broke. Il fallait que tu marches droit avec. Ouais. Tu as été honoré là, par justement, je pense, cette équipe-là. J'ai une petite photo ici, tu pourras me le dire, mais. Oui, ça a été avec mon chum Chad Ackerman, gradué de Bowling Green. J'ai eu l'honneur de quelques années après que je jouais encore dans la Ligue américaine, je crois. Ils ont retiré mon chandail. Ils ont retiré, je pense, une dizaine de chandails. Puis j'ai été chanceux, ils ont tiré mon chandail, puis ils ont mis une plaque dans l'aréna avec mes statistiques, puis qu'est-ce que j'avais fait pour l'organisation. J'ai été là 5 ans. J'ai joué pas mal de games, ça a bien été, beaucoup de classes. J'ai joué avec des bons joueurs là-bas aussi. Là. Dave Saint-Pierre, c'est là que j'ai. Dave, j'ai joué contre toute ma vie, mais la première année. Nous autres, c'est en 3e année pro, j'avais joué avec Dave, première année à Hampton Road. Victor Gervais, qui a joué un petit peu dans la Ligue nord-américaine. J'ai joué avec des bons joueurs là-bas. On avait tout le temps des équipes de tête. Fait que ça a été plus facile pour moi de produire. Parlant des équipes qu'il y avait là-bas, il y a un joueur que j'ai remarqué là, qui jouait avec vous quand tu parlais de Tough puis qui est quand même assez connu dans la Ligue nord-américaine. Tu as joué avec Joël Thériault. Oui, Joe. J'ai joué avec Joe. il était comment dans East Coast, Joël? Joe, c'est son année recrue. Écoute, ouais. Joe, il m'a fait bien rire parce que j'ai adoré Joël Thériault. Quel personnage, quel bon gars. Il est arrivé, mais lui, il avait 20 ans, il venait de signer avec Washington. Washington l'avait descendu avec nous autres, Hampton Road. Puis, on a beau dire, tu sais, Joe, moi, je pense que c'est probablement un des gars les plus tough que j'ai joué avec et que j'ai joué contre. J'aimais mieux jouer avec que contre, je vais t'avouer. Mais c'est probablement le gars le plus tough. Mais quand il est arrivé à 20 ans, puis tu arrives dans le pro, dans East Coast, dans le temps, tu sais, il y avait encore aujourd'hui, tu as des gars de 30, 32, 33 ans. Là, puis les gars sont là, ça part, sont pas le premier combat.
Puis la première année qu'il est arrivé, il a dit, là, il se pognait par exemple, il a dit, il n'a pas de ma parcelle, mais on avait Aaron Downey aussi qui jouait avec nous autres, qui jouait un peu avec le Canadien, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Ben ouais. Puis jusqu'au fight, Joël, là, il n'était pas sûr que ça n'a pas été tough l'autre bord, fait que il se renseignait, mais il y allait, puis, mais il pesait peut-être 200 livres dans le temps. Il a fait des poids de terre, il a monté à 2,25, 2,30, peut-être plus, je ne sais pas comment il pèse, Joe, mais il était très, très bon pour l'organisation là-bas. Je pense qu'il a joué un an avec nous autres. Fait que c'était. Après ça, j'ai eu Louis Bédard l'année d'après, ou 2 ans après, qui est venu jouer avec nous autres. Louis, un autre solide, beaucoup aimé, Louis, avec nous autres. Petite anecdote, Louis, c'était un gars qui prenait un petit peu de poids de temps en temps, tu sais, puis Brophy, il fallait tout le temps que tu sois. Il te pesait avant les pratiques, après les pratiques, avec il fallait tout le temps, tu vois, oui, on se faisait peser à peu près, oui, à 16 jours, on se faisait peser 14 fois par semaine. Avant les pratiques, tout le temps. Puis là, il disait à Louis, c'était pas 212 by Tuesday. Fait que souvent, Louis, c'était un gars qui était facile à prendre du poids. Donc, il faisait courir avec le punching bag. On avait une aréna de 9000 sièges. Avec le punching bag, ses épaules, il faisait monter les marches en haut, redescendre en haut, dans la barouette. Puis, il faisait faire du bicycle, du spinning bike. Ouais. Il mettait un sac à vidange sur le corps. C'était ça, les wetsuits dans le temps, quoi. C'est un strap bleu. Louis, t'es pas capable. Il l'a fait. Louis a eu des moins belles expériences avec Brof que moi, mais je pense qu'il a adoré. Il a quand même adoré jouer là-bas. Ah, ben, c'est rough, le sac à vidange. C'était les wetsuits dans le temps. C'était les wetsuits dans le temps, c'était un sac à vidange. Il prenait le sac à vidange noir, il faisait 2 trous, il rentrait les bras, puis il disait ben ouais, let's get on the bike. Puis là, c'était un bicycle avec une strap dans le temps, c'était une strap là, t'avais la roulette pour mettre ça plus dur, plus facile. Mais lui, bro, il sacrait de la roulette, il faisait juste tirer sa strap, la roue, elle barrait quasiment. Louis, t'as pas capable de patiner. Pédaler. Les gars riaient en tabarouette, mais lui, il n'était pas content. Début des années 2000, tu as joué quelques parties à la fin d'une saison avec les Éperviers. Tu as commencé l'année d'après. Comment s'est passée ta venue là, avec les Royaux de Sorel? Ben, écoute, j'avais signé un contrat à San Diego cette année-là. Puis, mon bon ami Yannick Lévesque, qui est président du Midget 3 aujourd'hui, quand j'avais joué au Midget 3 à Sorel, Yannick était l'annonceur. J'ai parlé à lui aussi avant. Ah ouais? Oh, ouais. Quel bon gars, quelle bonne personne. Puis Yannick, il m'appelle, il me dit, gros, il dit, viens au camp. J'ai dit, Yannick, je m'en vais. J'ai pas. Il dit, viens au camp. Il dit, tu vas te mettre en shape, tu vas patiner avec les gars, ça va être la fun, puis tout. Puis moi, je faisais avec 8-9 ans que j'étais aux États-Unis, que je me promenais. Fait que, j'ai dit, je vais y aller, je vais me mettre en shape, puis ça va, tu sais, c'était quand même du bon calibre, puis tout. Fait que j'ai dit, je vais y aller. Fait que j'arrive là-bas, fais pratique, tout. Puis là, il dit, hey, ça te tente-tu de jouer demain? Ben, j'ai dit, plus ou moins, pourquoi? Il dit, ben, disons, j'ai à Laval, puis il dit, il nous manque des gars, tu sais, mais moi, je ne comprenais pas pourquoi il manquait des gars. J'ai compris assez vite quand j'ai embarqué sur la glace. Fait qu'on s'en va jouer à Laval, puis ça va bien. Je connais un bon match, puis tout. Fait que là, le dimanche, après la game, il me rappelle, il dit, on joue dimanche à Sorel, ça te tente-tu de jouer? Et là, j'ai dit, tu contre Laval parce que ça me tente moins, tu sais. Tu vas trouver un autre. Il dit, non, il dit, ça va bien aller, puis on n'était pas équipés en tough, on avait quand même 2 bons, les 2 frères Lainos, la première année qui faisaient la job, mais pauvre gars, il était à peu près tout seul pour faire ça. Fait que j'ai joué 2, 3, 4 matchs hors concours. Puis après le 4e match, avant la game, il dit, toi, tu ne pars pas d'ici. Mais j'ai dit, Yannick, je m'en vais, c'est sûr. Il dit, non, tu ne pars pas d'ici. Fait que j'ai joué à la game, puis après la game, il m'a rentré dans le bureau avec les propriétaires, puis parce qu'ils vont faire un contrat de 3 ans. Puis il dit, no trade, on ne te tradera jamais, tu es ici pour 3 ans, puis t'as-tu. Puis
Fait que je laisse-moi parler avec ma femme, j'arrive à la maison, on était tanné de partir un peu, là, après 9 ans, puis on voulait avoir un peu de stabilité, puis tout le kit. Fait que, faire une histoire courte, j'ai accepté le contrat, ma femme s'est trouvée une job, je me suis trouvé une job. Fait que c'est ça. Fait que c'est le même que ça a commencé. J'ai joué en première année avec les Royaux. La deuxième année, l'histoire courte. Yannick, c'était vraiment un bon chum. Aujourd'hui, on a ri, mais on a eu un petit passage noir. Yannick, la deuxième année, on n'avait pas de tough. Je pense qu'on avait 2 victoires du game. Ça allait mal. Puis les propriétaires voulaient avoir des toughs. Puis ils voulaient avoir des toughs. Fait que Yannick, après une pratique, il m'appelle, il dit, viens me voir le bureau. Puis cette année-là, mon frère, qui est 9 ans plus jeune, jouait avec moi, Sorel. J'avais la chance de jouer avec. T'sais. Olivier Maltais. Olivier, ouais. Fait que c'était vraiment le fun, tu sais. Fait que je rentre dans le bureau. Fait que il dit, juste te dire, t'es trade à Saint-Georges. J'ai dit, je t'ai changé à Saint-Georges, Yannick. J'ai dit, Chris, j'ai une clause non-échange. Il dit, il n'y a plus de clause. C'est fini trop tard que t'es échangé. Fait que c'est de même que c'est fait. Fait que j'ai pris mes bagages, puis je suis parti, je suis allé voir Saint-Jean. Il avait échangé avec mon frère contre 3 ou 4 toughs. Fait que ça avait été l'année d'après, on y a un petit bout sans se parler, moi et Yannick, mais après ça, on a ri. Aujourd'hui, on prend une bière ensemble, puis on a ri. C'est tellement un bon gars, puis une bonne personne. Puis, fait que c'est le même que je me suis retrouvé à Saint-Georges, qui avait été une autre belle expérience. On avait été représenté le Canada au Japon, championnat du monde Division 2, parce qu'ils avaient gagné la Coupe Harlan, nous autres, l'année d'avant. Fait qu'on était allé au Japon 10 jours, représenter. J'ai joué 18 ans professionnel. J'ai été représenté le Canada une fois, c'était dans la Ligue semi-pro. Fait que ça faisait drôle un peu du Canada avec ça, mais ça avait été vraiment une belle expérience. Parlant de Yannick Lévesque, on s'est écrit avant un petit peu, puis il m'en a parlé du fameux échange de Saint-Georges. Mais j'ai pris des notes. Yannick a dit, en parlant de toi, tout un joueur et un grand leader, je pense qu'il a apprécié ses années à Sorel. On se parle encore aujourd'hui, je l'ai toujours apprécié, mais je pense que lui m'a peut-être moins apprécié quand je l'ai changé à Saint-Georges. Malheureusement, je pense qu'il était un peu fâché contre moi, mais maintenant, c'est correct. Il était un joueur qui faisait qu'on était toujours sur le qui-vive. Il nous challengeait constamment pour améliorer l'équipe et nous aider aussi à approcher des joueurs pour venir jouer à Sorel. Ouais, Yannick, c'est tout qu'un chum. C'est tout. Je le vois pas beaucoup. On se voit une couple de fois par année. On se parle une couple de fois par année. Mais quel bon gars, quelle bonne personne. Il est venu faire un petit tour au podcast aussi au début de la saison. Ah ouais? Tellement de bonnes personnes. Il a tellement été bon pour le hockey semi-pro. Et je me rappelle, il était directeur général. Tu sais, Yannick, c'est un hostique de bon gars de hockey, là. Mais tu sais, il n'a jamais joué, il n'a jamais coaché. Puis là, de temps en temps, il se fâchait, puis il dit, là, j'ai le sac dehors. On avait 4 coachs par année, ça c'est pas mêlant. Puis là, Yannick, je disais, Yannick, viens coacher. Il dit, c'est correct. Il arrivait avec son sou, là, tu sais. Dave, il faisait venir, moi, puis Dave Saint-Pierre dans le bureau, puis il disait, les boys, je ne sais pas quoi faire sur le powerplay, arrangez-vous, mais quand ça va être le temps de faire un show, moi, être prête, je vous le garantis. Il était bon pour ça. Mais on a tellement eu de fun, puis il faisait une bonne job. Je vais t'avouer qu'on était tellement. Tu sais, quand de temps en temps, tu as des coachs, souvent, j'ai eu des très bons coachs semi-pro, dont Pierre Pelletier, que j'ai eu pendant des années. Là. Mais de temps en temps, tu mets un gars qui s'en fout, mais qui laisse les joueurs aller, t'as rendu 30, au-dessus de 30 ans. Les gars, c'était tous des gars qui avaient joué dans le pro, qui avaient une certaine expérience. Yannick qui arrivait en du banc, puis il écoutait les boys, puis il était chumé avec les boys, puis je suis sûr que Yannick a probablement le meilleur pourcentage de victoires, défaites des coachs qui ont passé à Sorel, sérieusement, mais il était très, très bon. Mais tu sais, il se prenait pas au sérieux. Il savait, il avait ses connaissances. Puis quand il ne savait pas, ben, il parlait avec les boys. Il était chum avec les gars. Fait que ça a super bien été avec Yannick. J'adore ce gars-là. Ouais, ben, parlant de. Tu as nommé Pierre Pelletier, je ne sais pas si tu le sais, mais il coach toujours dans la ligue, coach les pétroliers de Laval.
cette année, là, il est revenu. En tout cas, Ah, je n'étais pas au courant qu'il était revenu, par il y a exemple. un changement. Il est propriétaire. Il fait partie, je pense, Ouais. des Avec propriétaires. M. Paquette. Puis il y a eu un changement de coach pendant la saison. Puis il est venu, dans le fond, finir l'année. Je ne sais pas s'il va être l'année prochaine, mais ils ont bien fini l'année, Laval, de son temps. Pierre est, pour moi, est le plus grand coach de hockey senior qu'il y a eu au Québec depuis, je ne sais pas combien d'années. Il est encore là-dedans. Tu sais, écoute, moi, ça fait. J'ai arrêté de jouer à 38, j'en ai 53. Puis il a coaché toutes mes années à moi. Puis tu me dis qu'il coach encore, là, tu sais, ça fait quoi, 30 ans qu'il coach, Pierre, 20 quelques années. Puis il a gagné des championnats. Puis c'était un autre gars qui était capable de s'ajuster. C'était un bon coach de hockey, il a des bonnes connaissances, mais c'est pas facile de coacher du semi-pro. Là. Si tu ne coaches pas du Pee-Wee, du Bantam, puis tu dis aux gars, les gars, ils ont tous leurs égos, ils ont toutes leurs façons de faire. Puis l'année qu'il coachait, on avait Bobby Dallas qui avait joué en Ligue nationale, Stéphane Richer qui était venu jouer avec nous autres. On avait des gros noms. Là, c'est pas tout le temps évident de dire aux gars quoi faire puis quoi faire. Il y avait la manière de se présenter puis de dire pour que ça passe bien puis que les gars le respectent. Là, fait que c'était pas évident. Il était vraiment bon, Pierre. Yannick demandait, mais disait que tu avais aidé à approcher des joueurs, là, Sorel. Est-ce que tu peux nous dire une couple de noms, là, peut-être, de joueurs? Ben, Victor Gervais était un gars que moi j'avais joué avec à Norfolk pendant 3 ans, je pense. Vic, c'était mon joueur de centre. Lui, Dave Saint-Pierre, Claude Morin, probablement 3 des meilleurs joueurs de centre que j'ai joué avec dans ma vie, mais Vic, c'est un gars de la Colombie-Britannique. Il était en Allemagne, si je me rappelle bien, où il était revenu aux États-Unis dans East Coast. Puis on se parlait tout le temps. Puis j'avais demandé de venir. Fait qu'il était venu jouer 2 ans avec nous autres. Puis en parlant entremise, Vic, lui, le gars de la Colombie-Britannique, il avait fait venir West Goldie. Les noms m'échappent. Hein? Le fameux buteur. Ouais, le goal scorer, on va dire que c'est un des bons qui a passé dans la Ligue nord-américaine. Mais oui, j'ai aidé souvent aussi les Yannick où il m'appelait, hey, tu connais-tu tel gars? Es-tu capable de m'aider, trouver son numéro, l'appeler? On a rien tough à telle place. Fait que c'est ça, mais je ne sais pas si Yannick vous a conté l'anecdote qu'il avait fait venir le Suédois. Il avait pas parlé de celle-là. Je pense que c'est un Suédois. Je ne me rappelle pas trop de la nationalité, mais il avait fait venir un gars qui avait trouvé sur HockeyDB les stats et tout. Puis ils le font venir à Sorel puis tout. Mais mettons qu'il s'appelait Peter Klima, mais il y avait 2 Peter Klima, mais il n'avait pas fait venir le bon. Fait que, le gars n'était pas bon. Ah ouais, pas vrai. La première game qui était arrivée, c'est qu'il y avait eu le directeur général. Le gars était caché en arrière de la banque. Il avait rembarqué dans l'avion le lendemain sur le lendemain, puis il l'avait chupé. Il allait arriver des histoires. Dan Tice, Yannick, il m'appelle, il dit hey, il a trouvé un article de taf, il est dans l'avion, il s'en vient. On a fini de faire rire nous autres à Sorel. Dan Tice, fait que je dis ouais, Dan Tice, moi j'ai aucune idée c'est qui. Il dit c'est un méchant tough. Puis le kit, Yannick s'en va le chercher à l'aéroport. Puis il arrive à l'aréna, il vient me voir, il dit tabarnak, le gros, là, je capote. Il dit il est 5 et 10. Fait que là, je dis ouais. Il dit en tout cas, mais Dan Tice, il était vraiment tough, mais il était découragé. Lui, il pensait avoir un gars de 6-5, 6-6 à l'aéroport, il voit mon petit Dan Tice sortir à 5 et 10. Il était quand même. Ça avait été Yann là-dessus, il avait été bon parce que Dan Tice, il était très, très bon pour l'équipe de Sorel. Dan Tice, c'est un peu comme l'ancêtre de John Mirasty, si on veut. C'est un peu le même style. Mirasty, c'était dans la même grosseur. C'était Mirasty beaucoup plus tough, beaucoup plus. Mais je te dirais que c'est dans le même. Calibre de tough. Là. Puis, on a eu des bons. Yannick, avec les Dean Mirren, Rob, comment il s'appelait? Pas Roberts, mais en tout cas, je ne me rappelle pas de son nom de famille, mais on a eu à Sorel l'année des Rémillards. Là, je me rappelle une game contre Verdun. C'était 2004.
une game hors concours contre Dortmund, il va y avoir, je ne sais pas comment il y avait personne, il y avait du monde après les poutres avec Link Gates puis toute la gang. Yannick avait fait venir des London c'était-tu London Byers? Yannick, il travaillait fort pour l'équipe, puis avec les frères Rémillard, ça avait été toute qu'une année, ça aussi. Puis, si on il y a un moment, si on veut, peut-être quelqu'un qui était sur le banc pendant que c'est arrivé, s'il peut nous raconter, mais tu nous as parlé beaucoup d'un de tes bons chums, Victor Gervais. Je pense que ça avait fini un peu plate là, pour lui en série. Je pense contre Thetford Mines cette année-là, il s'était fait blesser. Puis, disons que Thetford Mines avait payé le prix, mettons, d'avoir blessé Victor. Tabarouette, oui, je me rappelle encore. On était favoris pour gagner. On avait Vic. C'est drôle qu'on parle de ça parce que justement, j'ai parlé avec la semaine passée, c'était sa fête. On se parle encore 3-4 fois par année, puis je l'ai appelé pour sa fête, puis c'est venu sur ce sujet-là. Ah ouais. Contre Thetford Mines, quand je pense que ça fait frapper dans le dos ou spirer. Je ne me rappelle pas trop qu'est-ce qui t'est arrivé. En tout cas, on menait contre Thetford. Lui, il s'était blessé, il se broke. On avait une bonne équipe. Là. Moi, je jouais avec Vic Gervais, Christian Sbroca, puis l'autre ligne, c'était Dave Saint-Pierre, Wes Goldie, puis c'était qui l'autre? Je ne me rappelle pas, j'ai un blanc de mémoire, là, mais en tout cas, on était équipés pour aller à la guerre. Bobby Dallas en défense, Stephen Lowe. On avait une méchante bonne équipe, puis on était vraiment favoris pour gagner. Puis on était tough. Écoute, je pense qu'on en avait 5 dans les estrades à Twigging parce qu'on n'avait pas assez de place pour les mettre dans le line-up. On en avait tellement, ça n'avait pas de bon sens. Puis, c'est ça. Cette game-là, Vic s'est fait blesser, Broke s'est fait blesser. On avait un autre aussi, un gros joueur qui s'était blessé. Je pense qu'on menait 2-1 dans la série, puis ça avait reviré de bord. Mais la dernière game que Thetford avait gagnée, aujourd'hui, je pense qu'il y aurait des gars en prison avec sa glace. Ça n'avait pas d'allure comment ça avait mal reviré. Des toughs, en tout cas, c'était des belles années de semi-pro. Mais de ce que j'avais, en tout cas, moi, j'étais jeune, peut-être un petit peu trop jeune pour être présent à cette game-là, mais j'étais là à ce match-là. Mais de ce que moi, j'avais compris, ce qu'on m'avait expliqué, c'était que c'était un peu les représailles d'avoir blessé Victor Gervais. Oui, c'était 100% de ça parce que les frères Rémillard, qui étaient les propriétaires à l'époque, étaient des grands fans de Victor Gervais. Ils l'adoraient. Mais, tu sais, puis Julien avait joué dans la ligue. Avant moi, je ne l'ai pas connu comme joueur beaucoup, mais je sais que c'était un tough. Puis il aimait ça, tu sais. Fait que quand il avait blessé Vic, la game d'après, il avait dit, si on perd, il y en a qui vont payer pour. Il y en a qui avaient payé chèrement, mettons, la blessure à Vic, là, mais c'est ça. Je pense qu'on était peut-être allé un petit peu trop loin, cette game-là. Ouais. C'est des choses qui arrivent. C'est ça. On verra plus ça. Non, tu verras plus ça. Puis, tu sais, la Ligue, j'ai pas vu beaucoup de games, je te dirais. Peut-être dans les 5 dernières années, j'ai peut-être vu 4-5 games. J'y vois à l'occasion pour mes fils quand ils sont en ville. Puis, le hockey est tellement changé. Je pense pour le mieux parce que le hockey est rapide, le hockey, je te dirais que les 2 premières lignes de chaque équipe, ben aujourd'hui, c'est pas mal 3-4 lignes chaque équipe qui est comme ça. Là. Nous autres, dans le temps, on avait 2 bonnes lignes, une 3 qui frappaient et une 4 qui se battait. Là. Mais aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup changé, ça a évolué. Vraiment content de ça. C'est sûr qu'il y a moins, en tout cas, de ce que je vois, il y a un petit peu moins de monde dans les estrades, mais écoute. On a des bonnes années, là, par exemple, depuis 3 ans, les meilleures foules depuis 2017-2008, l'année dernière. Puis là, cette année, c'était la 3e après 2007-2008. OK. Vraiment moins d'assistance depuis 2007-2008. Mais c'est sûr que toi, tu as connu le pic, si on veut, l'apogée, là. Dans le milieu des années 2000, mais vers la fin de ta carrière dans la Ligue américaine, ça a comme commencé à baisser. C'est comme resté à ce niveau-là pendant longtemps. Puis là, dans comme 2-3 dernières années, ça commence à remonter un petit peu. Espérons-le que c'est une tendance qui va réussir à se faire. Va réussir parce que c'est vraiment le fun.
sais, je regarde les gars qui, tu sais, comme moi, j'ai arrêté de jouer, je pense, à 29 ans ou 30 ans que j'ai arrêté d'aller aux États en Europe. Puis, tu sais, j'ai été quand même été capable de partir ma vie, ma carrière, me trouver un emploi. Ma femme s'est trouvé un emploi, on a eu des enfants, puis je trouve que tu peux rallonger ta carrière de 5, 6, 7, 8 ans, tout dépendant de ce que tu fais, puis gagner, tu sais, quand même un petit peu ta vie avec ça, puis c'est vraiment cool pour les jeunes aujourd'hui. Je connais le petit Boykit qui joue à Sorel. J'étais un ami de son père qui était mon agent d'immeuble à quelques reprises. Puis je le regardais jouer, c'est tellement un bon joueur de hockey. Puis tu sais, c'est le fun qu'il puisse lui aussi partir sa vie puis faire d'autres choses. Je pense qu'il est agent d'immeuble, lui, si je ne me trompe pas, avec son père aussi. Là. Mais tu sais, c'est le fun pour l'équipe de pouvoir continuer quelques années de plus. Parlons-en un petit peu là, du travail, concilier le travail et le hockey. On pouvait voir, là, il y a un article qui est encore en ligne sur Internet qui disait que c'était dur de concilier à l'époque le hockey parce que tu étais surintendant dans la construction. Puis dans le temps, il y avait pas mal plus de parties là, dans la Ligue nord-américaine. Donc c'était quand même un petit peu plus dur de concilier là, quand on joue 60 games et non 36. Ben, j'ai été chanceux parce que j'ai eu un boss qui était, tu sais, qui aimait le hockey puis qui savait dans quoi que j'étais. Fait que le vendredi à midi, j'étais plus là. Tu sais, je partais. Puis, l'article disait que tu pouvais faire 30 heures semaine ou 80. Fait qu'en plus, avec le hockey, la semaine de 80, elle devait être dure pas mal. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je faisais, mais on se levait, je me levais tôt à l'époque, puis je partais travailler. Puis des fois, ben, tu sais, le lundi, je pouvais arriver chez nous à 5-6 heures, mais le vendredi, il savait que je jouais au hockey, fait que je pouvais finir plus tôt. Il était bon avec moi, puis ça m'a permis de... Aujourd'hui, j'ai mon entreprise depuis 2008 de construction. Okay. J'ai travaillé là pendant 5 ans. Puis c'est comme été à l'école pour moi d'apprendre à bâtir, à rénover des maisons, des condos, des triplex, des siplex, des diplex, whatever qu'on faisait. Fait que ça a été une bonne école de vie pour moi, apprendre c'est quoi le métier. Puis après 5 ans, ben, j'ai décidé de partir à mon compte. Fait que ça a été comme une école là, pour moi. Ça a été vraiment cool. Puis le patron que j'avais était correct avec moi là-dessus. Là. Il fait ta job, puis charle-moi pas si tu joues au hockey ou pas. Tu sais. Puis l'article disait aussi qu'avec Pierre Pelletier, il n'acceptait pas beaucoup non plus que les joueurs ils manquent des pratiques là, pendant la semaine, en plus des parties. Ben ouais, parce que c'était des... ils étaient intelligents, les propriétaires et les coachs à l'époque, ils donnaient et payent le mercredi aux pratiques. Fait que les gars, ils avaient... C'est bon, ça! Fait que ça a été... On se présentait aux pratiques, puis ça reste c'était le fun, parce qu'après la game, toute l'équipe, on allait en haut, on prenait une petite bière après la pratique. Là, c'était ça dans le temps à l'époque. Là, coupe de bière, les gars ensemble, puis on pratiquait, mais Pierre était vraiment... il était un winner, hein, il veut gagner, puis il n'acceptait pas de demi-mesure, puis si tu n'as pas de pratique, ben ça se pouvait... Ben d'un, tu n'avais pas tapé, tu l'avais juste le vendredi, puis le vendredi, tu n'étais peut-être pas dans le line-up si tu n'étais pas en pratique. Je pense qu'aujourd'hui, ça a changé. Là, j'ai un ami qui joue à Sorel, Danick Malouin, là, que je connais un peu. Je fais un petit peu de business avec. Puis, c'est ce qu'il me disait. Il dit qu'il y a quasiment plus de pratique la semaine. Mais à l'époque, Pierre était exigeant là-dessus. Là, puis les pratiques. Puis c'était le fun parce que tu veux garder quand même un niveau être compétiteur puis être en forme puis toute la kit. Fait que quand tu joues juste 2 games par semaine, à un moment donné, t'as beau... malgré qu'on devait jouer 25-30 minutes par game, parce que la 3 et la 4, souvent, après la première période, n'étaient plus là, étaient partis dans la chambre, et c'était battu 2 fois chaque. Mais c'était le fun de pratiquer le système de jeu, pratiquer le power play. On était tous des compétiteurs. Moi, je venais de finir 9-10 ans aux États-Unis, fait que je suis quelqu'un qui joue au Monopoly, puis il faut que je gagne, fait que je veux gagner à tout. Fait que quand j'embarque sur la glace, j'ai tout été un compétiteur, j'ai tout été
voulu gagner. Je déteste perdre. Fait que c'était le fun de voir qu'un coach prenait ça sérieusement. C'était pas tout le monde qui était comme ça, mais c'était le fun de voir qu'un coach prenait ça sérieux aussi. On a quelqu'un dans le chat parce qu'il y a une nouvelle équipe cette année à Saint-Hyacinthe, donc le bataillon de Saint-Hyacinthe. Donc, un nouveau fan de Saint-Hyacinthe qui te dit que tu aimerais que tu parles de ton passage parce que tu as joué avec le top design de Saint-Hyacinthe ou les Chiefs. Je ne sais pas si tu avais quel nom à l'époque. Non, moi, j'ai joué un an à Saint-Jean avec les Chiefs. L'année d'après, j'avais joué à Saint-Hyacinthe. Mon bon ami Alain Côté, puis oui, son petit nom qui coachait là-bas. Fait qu'il était venu me chercher à Saint-Jean. Lui, il avait joué à Shawinigan Junior, moi, je jouais à Trois-Rivières. On a resté un à côté de l'autre à Longueuil pendant des années. Fait que c'est un très bon ami. Il était venu me chercher. Puis j'avais une belle année à Saint-Hyacinthe avec La Liberté, Joseph, Maxime Boisclair, Aymon. On avait une belle équipe. Puis on avait perdu la finale, je pense, contre Trois-Rivières cette année-là, si je ne me trompe pas. Puis ça avait été vraiment une belle année. Quelle belle. LP Gaucher, quelle belle aréna quand c'est plein, puis quand il y a de l'ambiance, c'est vraiment une belle place à jouer. Le monde est. C'était tout le temps plein d'un quand je jouais c'était pas le laser, mais le top design, je pense que ça s'appelait. Tu as changé de nom souvent dans le passé. Ouais, mettons une couple de fois. Le cousin, le top design, le cristal. Ouais, on avait une belle équipe. On avait vraiment une belle équipe. On était complet. Joey Latang, Dave Desnoyers à défense, des gars, des gars que j'étais content de jouer avec parce qu'ils n'étaient pas faciles à jouer contre. On avait une belle équipe, ça a été une belle année, une belle expérience. Après ça, les Chiefs étaient déménagés à Saint-Hyacinthe, puis moi, ça ne me tentait pas trop de rejouer encore pour. Fait que j'avais demandé d'être échangé, il m'avait échangé à Sherbrooke. C'est là que j'ai fini mes 2 années à Sherbrooke. Ça aussi, ça avait été une belle expérience là-bas aussi. Pour la petite histoire, là, je disais que Christian Sboka, j'avais écrit avant le podcast aujourd'hui, puis il m'aurait écrit qu'il était par audio, dans le fond, qu'il était dans un gros tournage aujourd'hui, puis tout le temps les affaires grosses, bro. Il y a rien de small, bro. C'est tout le temps top of the world, tabarouette. Hein? C'est une superstar. Fait que c'est ça, le broke, c'est le broke. Je l'adore, ce gars-là. Quel personnage, mais je l'adore tellement. C'est tellement une bonne personne. Il a le cœur sur la main. C'est incroyable comment il est fait, mais je suis pas sûr que j'ai le goût d'entendre l'anecdote. Il m'a envoyé un audio à 7h58. Là. Fait que, dans le fond, j'ai écouté son audio pendant qu'il y avait le générique de l'émission. Quand Dave il disait ses nouvelles, je me suis mis sur mute. J'écoutais son audio, puis j'ai pris des notes en même temps. Là. Fait que là, on en est aux notes. Sboka, il disait que tu étais un gars qui pouvait se vanter, tu avais la candeur, l'humilité. Le monde qui ne te connaissait pas, il se demandait aussi si tu étais sérieux quand tu parlais un peu de ça, ou si tu étais juste fraîchier. Mais il disait que quand tu allais à Saint-Georges, il disait, checkez bien ça dans l'autobus, vous allez voir, il y a ma statue de bronze là, qui est à Saint-Georges. Ben, ça a parti de même un peu parce que j'ai commencé à Sorel, après ça Saint-Jean, Saint-Georges. Je suis retourné à Saint-Jean. Après ça, Sorel, Saint-Hyacinthe. Je me suis promené. Dans la Ligue nord-américaine, tu te promènes un peu. Là. Fait que moi, je m'étais promené pas mal. Puis la dernière année, mes 2-3 dernières années, à Sorel, on s'en allait à Saint-Georges. Mais moi, j'avais joué à Saint-Georges. Fait que là, on était dans l'autobus. Puis là, on faisait des farces tout le temps. Je disais, les gars étaient là. Puis je disais, chauffeur, tu sais-tu ce qu'elle est l'aréna? Prochain coin, tu vois, j'ai ma statue, là, tourne à gauche. Fait que j'ai ma statue. Fait que là, elle a fait une phrase de même, tu sais, comme si j'avais des statues dans toutes les villes que j'avais joué. Puis là, ce broke, il avait trouvé ça bien drôle. Fait que, on faisait, c'était plus drôle que d'autres choses, là. Mais, non, on faisait des farces. J'ai tout été un gars qui est marré dans la chambre, qui aimait faire des farces, puis je me prenais pas trop au sérieux, fait que mais des fois il y avait des nouveaux, puis je faisais des farces comme
des jokes, à soir, j'ai encore traîné l'équipe ou quelque chose. Des comme ça. J'ai dit, entraîneur, mets-moi de la glace, j'ai mal à l'épaule. C'est comment ça? J'ai dit, c'est pesant de traîner l'équipe à 3 soirs, tu sais. Fait que, on va mettre de la glace. Fait que là, c'est broke, mais les nouveaux qui étaient dans la chambre, ils me regardaient, ils m'ont dit, c'est pas pour qui, lui, tu sais. Fait que, j'ai tout été quelqu'un qui aime rire, puis aimé avoir du fun. Christian, c'est un de. Là-dessus, il embarquait pas mal sur mes farces. Il aimait ça qu'on rit. Puis, on avait tellement de belle équipe à Sorel. Là. Comme je te dis, j'étais encore ami avec plein de gars. Puis, j'en recroise de temps en temps. Puis, tu sais, de temps en temps, on se perd, puis on se revoit. Puis, c'est vraiment le fun. On dirait qu'on c'est comme ça, on ne serait jamais perdu. Là, tu sais. Pour les statuts, tu as quand même une plaque à Norfolk, ça. Je te remercie, David, t'es gentil. C'est bon que tu le mentionnes, ça. Non, ça, c'est, écoute, 5 belles années à Norfolk, puis Caroline, que ça a été des belles années. Ça, j'ai la chance aujourd'hui de suivre mes gars, puis de voir tout ce qu'ils vivent, les expériences qu'ils vivent. C'est même pas une question de jouer en Ligue nationale ou jouer on essaye tous de jouer le plus haut calibre possible. On essaye tout le monde veut jouer la Ligue nationale. Il y en a très peu qui réussissent, mais tous les gens que tu rencontres, le monde que tu vois, les villes que tu visites, partout, je suis allé partout aux États-Unis, je suis allé en Europe, l'Angleterre, la Russie, l'Angleterre, l'Italie. Tu te promènes, tu vois des choses, puis tu es payé pour le faire. On est privilégié de faire ça. Puis, c'est des gens que tu rencontres, c'est des amis pour la vie. Là, les trophées et les médailles là, sont dans le garde-robe en haut, c'est la deuxième tablette, mais les chums, puis le numéro de téléphone, puis quand tu le vois, puis tu prends une bière, Dave Saint-Pierre, je reviens souvent sur lui, là, mais c'est une personne qui est tellement cher à moi, c'est tellement un bon ami, c'est tellement on soupe encore les familles de temps en temps, je suis ses filles, ses 2 filles, sa fille la plus jeune, Marie-Lou, qui est une des meilleures joueuses de basketball de son âge au Canada, tu sais, puis c'est le fun de voir connaître des gens comme ça, puis rester avec ces gens-là. Christian disait aussi que vu que tu étais le gars le plus en shape de l'équipe, tu avais quand même une shape de culturiste. Il me disait que tu avais aussi ton programme d'entraînement là, que tu pouvais offrir à tes coéquipiers. Ça, c'est pas tout le monde qui peut le prendre, mon programme d'entraînement. C'est à moi. Puis je le disais à Sbroke souvent, je dis Sbroke, je vais te donner mon programme d'entraînement, mais va passer un test sur le médecin avant, parce que je suis pas sûr que tu vas être capable de le suivre. J'ai dit, c'est pas compliqué, c'est une fois par mois, puis pas trop longtemps. Je me suis jamais entraîné de ma vie. J'ai 0, fait que c'était tout ça des farces. Fait que même à Norfolk, quand je jouais à Norfolk, Brophy, il fallait être seul dans le gym, puis là, il rentrait dans la chambre, il disait ouais, je m'en viens, ce sera pas long, mais ça prenait tellement de temps de déshabiller que tout le monde était parti. Là, lui s'en allait, puis moi, je m'entraînais pas. Je me suis jamais entraîné, j'ai jamais été un gars qui s'est entraîné. Écoute, c'est-tu la bonne affaire que j'ai faite? Ta réponse, c'est non. J'étais un gars qui faisait beaucoup de cardio, qui patinait l'été, j'étais sur la glace à tous les jours, je m'entraînais de même, mais les poids et les choses, c'était pas pour moi. Mais ce bro, il pouvait pas suivre mon programme, il n'était pas assez en shape pour ça. Puis encore aujourd'hui, j'ai dit, ça doit être dur. Ah ouais? Ouais, il a fait des Ironman là, dernièrement. Il aurait peut-être pu suivre ça pour se mettre en forme. Ou je suis pas sûr, même je suis pas sûr. Même avec l'Ironman, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça regarde suivre mon programme. Certain. C'était dur, mon programme d'entraînement. C'est une madrasse broke. Là. Non, mais il est je fais des farces, mais c'est vraiment extraordinaire ce qu'il a fait, le Ironman. Mais aujourd'hui, Christian Sboka, c'est un gars qui en 2025, aurait joué beaucoup plus haut qu'il y a 20 ans, là, il y a 30 ans. C'est un gars qui avait du patin, qui avait du talent, avait un hockey sense, un IQ. Il manquait de confiance en lui-même un peu. Là. Mais il aurait fallu que tu y en donnes un peu, c'est ça? Ah, c'est ça. Il a fallu que je montre quelques trucs, là, mais il aurait passé pareil. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un gars qui aurait eu beaucoup plus de chances de jouer professionnel, malgré qu'il a eu une super de belle carrière universitaire américain. Puis, c'est un gars extrêmement talentueux, mais c'était pas un gros gabarit, mais avec le patin, la vitesse qu'il avait. Puis,
J'ai été chanceux. J'ai joué avec des bons joueurs de hockey. Là. Avec Claude Morin, j'ai joué à Saint-Georges avec. Quel joueur je joue encore le jeudi soir avec? Ah ouais? Ben, ouais, je joue avec. Je suis à la glace avec, là, parce qu'il va pas mal plus vite que moi, mais quel joueur de hockey, tu sais, dans la Ligue nord-américaine, là, il y a eu des bons joueurs de hockey qui ont passé là, ça n'a pas d'allure. Là, aujourd'hui, je connais moins le talent des gars que les joueurs qui ont passé, mais nos années à nous autres, là, tabarouette, l'année de la grève, là, avec quand Brasher avait joué à Québec, puis nous autres, à Sorel, Québec avait une grosse équipe. Laval, c'était du gros hockey. Ça avait été des belles années. Cette année-là de la grève, le tabarouette, il n'y avait pas une aréna qui n'était pas sold out. Tu allais à Saint-Hyacinthe, c'était 3000. Tu allais à Sorel, c'était 4000. Tu allais à Laval, c'était sold out. Saint-Jean, partout, c'était tout le temps sold out. Il n'y avait pas une place que c'était pas sold out. Là, mais le hockey c'était tellement du beau hockey. On est privilégié au Québec d'avoir ça, cette ligue-là, parce que il n'y a pas ça en Ontario, il n'y a pas ça dans l'Ouest. Puis, on est vraiment privilégié d'avoir cette ligue-là. Tu parlais que tes fils jouaient au hockey également. Il y en a un qui joue pour Collège Universel à Sherbrooke en ce moment, puis l'autre est dans la USHL. Oui, ben j'ai 2 fils. Le plus jeune joue dans la structure ici, Saint-Hyacinthe, jusqu'à Pivot 3, Batman 3. L'année passée, je joue au Midget Espoir. Cette année, on a pris la décision de l'envoyer dans un programme à Sherbrooke, une nouvelle ligue, c'est la USPHL, c'est une ligue junior qui équivaut à un junior 3, mettons, du Québec. Puis à 16 ans, il a joué là. C'est une super belle année. Il y a 5-6 équipes Québec-Ontario. Puis le reste, il y a 60 équipes là. Aux États-Unis, en Californie, en Floride, il y a des équipes partout à travers les États-Unis. Une super belle ligue qui est un petit peu pas évaluée à sa juste valeur, je te dirais, parce que même moi, j'ai été surpris cette année. Mais c'est une belle année pour lui, comme 16 ans, jouer contre des 19-20 à tous les soirs. Il a progressé beaucoup. Son but, c'est de comme son frère, se trouver un commitment NCAA. Il est sur le bon chemin, il travaille fort, puis peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que son avenir, peut-être on regarde des équipes USHL ou peut-être jouer junior majeur un jour. On va voir. Puis le plus vieux, ben lui, je suis au midget 3 15 ans, avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Puis à l'âge de 16 ans, on a décidé d'aller jouer. Il est allé jouer à Kimball Union, un prep school dans New Hampshire. Il a joué là 1 an et demi. Après ça, à 16 ans, 17 ans jusqu'aux fêtes. À 17 ans, il est parti jouer dans la BCHL à Port Alberni, en Colombie-Britannique. Il a joué là 1 an et demi. Puis, il était commis dans le temps à Omaha, Nebraska, NCAA. Puis, il a, avec son bon ami Manu Charbonneau, Ben ouais. qui est comme un deuxième fils de moi. J'adore ce kid-là. C'est vraiment un bon kid que... Moi, je le connais bien, Emmanuelson. Je le connais bien, Emmanuelson Charbonneau. Ben, il était avec les Riverains là, quand il est dans le 18, puis je travaillais pour l'équipe. OK. C'est ça. Ben, Manu, c'est le body. Il a joué depuis l'âge de 5 ans dans le 3 d'été qui joue pour moi, puis tellement un bon kid. Fait que c'est ça, puis après ça, après sa deuxième, à 17 ans, à 18 ans, après son année de 18 ans, Omaha a demandé à Mathieu d'aller jouer dans la USHL, qui est une ligue comme la Ligue junior majeure du Québec, mais aux États-Unis. Une ligue, vraiment une bonne ligue de hockey. Un petit peu, c'est différent un peu. Ils sont encore dans le temps de beaucoup plus de batailles, beaucoup plus physique comme ligue. Eux autres sont encore NHL rule. Ça joue un petit peu plus physique, mais je te dirais que la Ligue est un petit peu plus vieille. Ils ne prennent pas beaucoup de 16 ans et 17 ans, à moins d'être un choix de première, deuxième ronde nationale. Ils n'en prennent pas. Il y a eu 2 belles années à Lincoln. Il est en train de finir sa 2e année à Lincoln. Puis au fait, il a pris une grosse décision de décommettre d'Omaha pour tester un peu comme agent libre. La star, avec les nouveaux règlements, tu peux tomber agent libre NCAA. Puis il y a eu une dizaine d'offres. Puis pour finalement aller avec Northeastern Downtown Boston, là, c'est un des beaux programmes hockey aux États-Unis. Fait qu'il va rentrer là en septembre.
bien excité de ça, toute la famille, parce qu'il se rapproche de Nebraska. Ça fait 4 ans qu'il est à Nebraska et à Colombie-Britannique. En tant que parent, c'est des sacrifices pareils. Quand tu envoies ton kid de 16 ans part si loin que ça à un bas âge, pour la famille, c'est quand même assez difficile. Mais l'année prochaine, on est bien content qu'il se rapproche. Ça, tu vas aller le voir une couple de fois les fins de semaine? C'est sûr qu'on va être là. Écoute, il a même demandé s'il n'y avait pas un appartement dans le coin. Là. Fait que je ne demande pas une game c'est un petit peu pour ça que je vais voir la Ligue nord-américaine beaucoup, parce que à cette heure avec on appelle ça la TV là. La web Flow Hockey, toutes les games des deux hockey, étaient là-dessus. Fait que je regardais je manque pas de game, puis j'étais un petit peu. J'ai bien hâte l'année prochaine. Il va être au Bing Pot aussi avec à Northeastern, Harvard, Boston University, Boston College qui font un tournoi au Boston Garden. Fait que ça, on regarde, on a bien hâte d'aller voir ça. Ça va être des super de belles expériences. Puis les gars, écoute, font le chemin, ils travaillent puis ils font le chemin. Je ne sais pas ce que ça va les rendre. Le but premier, moi, je suis vraiment content que les deux, le but, c'est de continuer avec les études. Moi, le but premier, avec le plus vieux, surtout, là, on ne voulait pas renier la Ligue junior majeure du Québec, au contraire. Sauf que moi, j'ai joué 4 ans junior. Les études, ça a été assez difficile. Je sais que ça s'est beaucoup amélioré avec les années, sauf que nous autres, on voulait prendre le chemin américain. Puis, on ne regrette rien en ce moment. Je suis vraiment content que les deux s'enlignent. Il y en a un qui est déjà placé, en espérant que le deuxième va avoir la chance d'avoir un commitment lui ici. Puis, je suis vraiment content du parcours jusqu'à date. Félicitations. Oui, félicitations. Je vais être très fier. Oui, c'est sûr qu'on est fiers. Puis, ça les garde concentrés, focus sur les choses extérieures que tu ne veux pas qu'ils suivent. Puis, comme Mathieu rentre l'année prochaine, il y a 20 ans, il s'en va initier, fait qu'il va sortir de là à 24 ans. Après ça, s'il joue pro, il jouera pro. Puis sinon, il va sortir avec un bac. Puis, c'est des belles expériences. Puis, c'est tellement des beaux programmes études et hockey. Là, fait que je suis vraiment fier des deux. Si on parle un petit peu là, de la LNAH, tu disais que tu n'avais pas beaucoup de temps pour voir des matchs, mais tu suis-tu encore un peu la Ligue là, maintenant, de nos jours, les séries en ce moment qui sont... Ouais, mais écoute, je te dirais, je te compterai pas de mentir que je regarde, comme je te dis, les vendredis, samedis, mes deux gars jouent, fait que je regarde pas ça du tout, sauf que le téléphone, je check qui a gagné, puis qui a perdu, puis que, tu sais, je suis ça, là, je suis ça un peu de loin, mais oui, j'ai tout le temps un œil attentif à la Ligue. Je suis allé voir une game dans le temps des fêtes quand mon plus vieux redescend. Les deux étaient ici. Fait qu'on est allé voir Sorel contre. C'était contre qui? T'as contre Thetford. Fait que je suis allé voir la game avec mes deux gars. Ça a été vraiment le fun. Puis je sais que Dave Saint-Pierre m'a demandé d'aller voir une game de playoff prochainement. J'aimerais vraiment ça. Mais oui, je suis ça. Vraiment, je suis ça de loin, mais je suis ça. Puis je suis encore un fan de cette ligue-là. Écoute, je trouve ça tellement le fun pour les kids qui rentrent, là, qui finissent que ce soit l'Université canadienne, que ce soit qui finissent le junior majeur, qui reviennent de la East Coast, qui reviennent de l'Europe, qui aient l'opportunité de vivre des affaires de même, faire un petit peu de sous, puis être capable de jouer au hockey. Parce que quand tu arrêtes, là, c'est pas vrai que tu dis... moi, j'ai arrêté à 38 ans parce que j'avais deux gars, puis à un moment donné, mais j'en ai 53, je jouerai encore là-bas. Là, je serais capable, je jouerai encore. C'est vrai, je suis un passionné, j'aime ça, c'est le fun, c'est du beau hockey, c'est juste embarquer sur la glace. Je me rappelle quand j'étais à Sorel, on embarquait sur la glace, l'aréna était déjà pleine, le warm-up c'était plein, le monde embarque la bière, ça parle de tout. Les gars, là, tu vas à la brasserie du Colisée après la game, tout le monde te parle de telle bataille puis telle affaire. C'était tellement des belles expériences. J'étais encore un fan de ça. Puis je suis vraiment... la Ligue a fait un excellent job aussi de j'aille pas les batailles, là, mais
je trouve ça correct aujourd'hui, comme c'est rendu, qu'il y en ait une fois de temps en temps. Puis, c'est triste, là, mais on a perdu pareil du bon monde là, pour des couples de tough là, qui sont décédés les dernières années. Puis je dis pas que c'est juste à cause de ça, là, mais ça n'a sûrement pas été. Ouais. Kevin Arsenault qui est écrit « Là, on joue jeudi », donc tu peux venir. Kevin, il travaillait pour l'équipe dans le temps. Il est encore là. Je l'ai vu justement de Noël quand je suis allé au fêtes. Il est venu me saluer. Tellement un bon gars, Kevin. Il est un passionné de hockey. Puis tout le temps là, sais-tu quoi? Je ne dis pas non. Je ne promets pas, mais je ne dis pas non. Ça se peut que je vais voir comment ça va la semaine, mais oui. Ça se pourrait que. C'est sûr que je vais y aller des playoffs. Je pense que Sorel, c'est 2. C'est-tu 2-2? C'est 3-1 Sorel. 3-1 Sorel, c'est Saint-Hyacinthe qui est 2-2. Qui ont Québec. Qui sont revenus contre Laval, je pense. C'est ça? Oui, Saint-Hyacinthe-Laval 2-2. C'est pas si pire. Ouais, mais j'aimerais. C'est sûr que je vais aller voir. Je reste à Saint-Hilaire. Je ne suis pas loin de Saint-Hyacinthe, mais. J'ai joué 5 ans à Sorel, fait que mon cœur est encore un petit peu plus avec les éperviers. Puis j'ai joué avec Christian aussi, qui est le coach. J'ai joué un petit peu avec Christian. Et j'ai joué surtout avec Dan Archambault, qui est tellement un bon gars. Dan, on voyageait ensemble. Fait que quand je suis allé voir la game à Sorel, je suis descendu en arrière du banc, le warm-up pour le saluer. Ça faisait des années que je ne l'avais pas vu, Dan, mais tellement un bon gars et tellement de bonnes personnes. C'était vraiment le fun. J'aimerais ça y retourner. Tu viendras faire un petit tour sur la galerie de presse de Bonjour sur TVLNH. C'est certain que j'y vais, je vais passer. Mais à toutes les fois, même que je croise Yannick Lévesque, et on se le dit, là, on s'appelle, on va aller voir une game à Sorel. Ça finit qu'on se compte des anecdotes, on ne regarde même pas la game, on fait juste raconter des anecdotes, puis on rit, puis on prend une coupe. C'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Dave, est-ce qu'on y va avec peut-être un petit questionnaire en rafale en terminant? Yes, pour finir, petit questionnaire justement en rafale. Donc, ça le dit dans le mot, c'est la première chose qui te vient en tête. Fait que pour apprendre à te connaître un peu plus. Donc, ton premier souvenir de hockey, première fois là, que tu te rappelles avoir mis des patins ou jouer avec un bâton de hockey quand tu étais petit gars, ça serait quoi? La première fois que j'ai mis les patins, je me rappelle pas, mais la chose que je me rappelle de jeune âge, ce que je pense qu'il m'a mis un petit peu au monde. Moi, je demeurais à Verchères, j'ai grandi à Verchères. Puis, l'autre bord de la rue, c'était la patinoire en avant de l'école. Puis, si la glace était ouverte de 8h à 9h le soir, j'étais sur la glace. Mon père venait chicaner avec moi, puis j'allais à dîner, puis souper. Puis, la semaine, j'allais à l'école. Puis, c'est l'heure du midi, je m'emmenais un lunch, puis j'allais patiner pendant 1 heure pour rembarquer. Tu sais, j'ai passé tellement de temps sur la glace extérieure à Verchères à jouer les bâtons dans le sang, puis tout le kit. J'en ai tellement passé d'heures, c'est la chose que je me rappelle de ma jeunesse d'hockey. Les bons vieux bâtons dans le centre. Oui. Je me rappelle, à Sorel, tu avais le numéro 32. Est-ce que tu avais un numéro fétiche? Et puis, c'était quoi la raison si tu en avais un? Ma première année à Sorel, j'ai eu le 32. Parce que le 31, c'était Patrick Labrec qui l'avait. Moi, j'ai ma première année à Hampton Road à Norfolk. Là, je prends du temps, mais je vais l'expliquer. J'ai joué avec Dave Saint-Pierre, puis j'avais le 24, puis Dave avait mon numéro le 17. Fait que l'équipe avait donné ça. Fait que c'était pas vrai, j'avais pris le 24, puis je m'étais cassé le bras. Puis quand je suis revenu pendant l'été, ma belle-mère, elle faisait de la numérologie. J'ai dit, trouve-moi un numéro qui va être chanceux. Et là, elle dit, parfait. Fait qu'elle m'a remis, elle me dit 31. 31. C'est le numéro de goaler, ça n'a pas d'allure. Je peux pas prendre le 31. Elle dit, je te le dis, le 31, ça va être bon. Fait que j'arrive à Norfolk au camp, je dis au trainer, ça me prend le 31. Elle dit, backup goaler, il a le 31. Ouais. Fait que je fais le camp d'entraînement, tout. Le coach, le gars de Washington descend, il coupe. Fait que je m'en vais le trainer, je dis là, c'est moi qui le prends le 31. Fait faire le chandail de joueur, je prends le 31. Puis cette année-là, j'ai eu ma plus belle année à vie. 100 points, deuxième équipe d'étoiles. Ça tout, quand tout roulait, puis ça allait bien. Fait qu'à partir de là, j'ai tout le temps eu le 31. Puis Patrick, quand je suis arrivé avec les Royaux,
comme je t'ai dit, je suis arrivé un peu sur le tard. Puis c'était Patrick Labrec qui avait le 31 dans le net. Fait que la première année, Pat était là. Fait que j'avais pris le 32. Puis l'année d'après, je pense qu'il avait été changé ou quelque chose. Fait que j'ai repris le 31. J'ai tout le temps eu le 31 après. C'est vraiment mon numéro. Bon, ça fait que ça fonctionne, la numérologie. C'est ça. Hey, c'est pas si pire. J'en dois une. Bon, ton idole au hockey? Ah, mon Dieu. Ça va peut-être vous surprendre, mais c'est Matthew Barnaby. C'est un gars que j'ai joué avec. J'ai joué avec un an à Québec. Mon fils, mon plus vieux, s'appelle un petit peu Matthew à cause de ça. Matthew, c'est un Barnaby, c'est un très bon ami. Mais juste t'es repêché dernier de la 20e ronde, t'es arrivé au camp, s'est battu 265 fois pour faire l'équipe. Il a fait l'équipe. Tout le monde riait de lui la première année. Mais j'ai jamais vu un gars travailler aussi fort pour obtenir un objectif. Puis pour ça, c'est un gars que je respecte beaucoup, 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 beaucoup. C'est pas le meilleur joueur de hockey qui a passé, mais pour son caractère et la manière qu'il se présentait tous les soirs, c'était un gars que j'ai beaucoup admiré. Super. Est-ce que tu as un athlète préféré en dehors du hockey? David Ortiz, les Red Sox de Boston. Big Papi. Je suis un gros fan des Red Sox. Oh, j'écoute ça tout le temps. Fait que quand il avait fait la série contre les Yankees, qui était revenu, ils perdaient 3-0, puis ils ont gagné 4-3, puis ces affaires-là. David Ortiz est probablement un de mes favoris. Super. Est-ce que tu avais une routine d'avant-match ou des petites superstitions? Yes, Sybol, t'as-tu un heure? Fais ça court. Ah non, on va faire ça court. Non, mais j'ai tout le temps la jambière droite, le coude droite, le patin droite, le tape la jambe droite avant la jambe gauche. Taper mon hockey en chaque période. Je peux te raconter. Ça en était ridicule. J'étais en train de faire une dépression avec ça, les superstitions. Dans la Ligue nord-américaine, le coéquipier le plus drôle que tu as eu? Le plus drôle que j'ai eu? Il y en a quelques-uns, là, mais Christian Sbroka, c'est un méchant bouffon. C'est un gars qui amenait beaucoup de... Sbroke, je te dirais. Sbroke, c'est un gars qui... C'est un superstar, Sbroke. C'est un superstar. Toi, t'es big. C'est big, Sbroke. Puis il est tellement... C'est ça. Et je me suis tout le temps bien entendu. J'ai tout le temps ri avec lui. Christian Sbroka, c'est un gars qui était drôle dans une chambre, qui se prenait pas trop au sérieux. Ben oui, il se prenait. Mais je veux dire, c'est un gars qui... C'est ça. Il me faisait rire pas mal. Dans ta carrière, le meilleur joueur avec qui tu as déjà joué? Yes, sacrifice. J'en ai tellement, là. Je vais te dire qu'il y a deux noms que j'admire tellement, là. Victor Gervais et David Saint-Pierre, deux gars que c'est tellement des... Dave, tellement... Aujourd'hui, il jouerait dans la Ligue nationale, il ferait 10 millions par année. Tellement un bon joueur de hockey, une bonne personne, tellement fort sur le puck. Il y avait tout comme joueur de hockey. Puis Victor Gervais, Vic, j'ai joué 5 ans avec comme mon joueur de centre. Deux gars pareils qui n'avaient pas de demi-mesure. Ça a tout le temps la tête première dans le fond. J'admire beaucoup ces deux gars-là. Probablement, tu sais, j'ai joué avec des gars, quand on a joué avec Stéphane Richer, l'année, Stéphane Richer, c'est tout un joueur de hockey, mais j'ai joué 10 games avec. Quand j'étais allé au camp des Nordiques, les Sakic, les Sandin, mais les deux gars de hockey que tu me dis, là, demain matin, tu fais une équipe et on part à la guerre avec Dave Saint-Pierre et Victor Gervais. Ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine? Il y en a plusieurs. Écoute, il y en a plusieurs. Mais quand on est allé avec Saint-Georges à championnat du monde Division 2 au Japon, qui a tellement un beau souvenir. On a fini deuxième, je pense. On a fini deuxième. Il y avait, je pense, de mémoire, il y avait les frères Nedved qui jouaient pour les Tchèques.
de mémoire, là, ouais. Mais il y avait le Japon, la Finlande, il y avait beaucoup de 5-6 équipes, il y avait 5-6 équipes, mais ça avait été une belle expérience. Chandail du Canada, même si c'était le championnat du monde Division 2, ça avait été... Quand tu mets ce chandail-là sur le dos, c'est tout le temps le fun pareil. Frère Nedved, tu parles de Peter Nedved. Pardon? Quand tu as dit frère Nedved, mon vieux Peter. C'est Peter et son frère. Je pense que de mémoire, il était là. Je ne suis pas sûr si c'est pas là ou quand j'étais allé jouer en Tchécoslovaquie contre Prague qui était là, mais de mémoire, c'est le championnat du monde qui était là. Ça avait été un beau tournoi. Même les Japonais, je me rappelle, Tabarouette qui était mauvais, mais ils patinaient tellement vite, ça n'avait pas de bon sens. On avait eu de la misère, ils avaient battu, je pense, 2-1, puis ils patinaient, mais ils patinaient. Mais avec la rondelle, c'était catastrophique dans le temps, là. Mais il était tellement rapide. Puis nous autres, on ne veut pas Ligue semi-pro, on aurait que Saint-Georges, pratiquement une fois par semaine, tu arrives avec des gars qui on n'avait pas la même shape. On n'était pas sur le même beat. C'est bon. Ensuite de ça, ton repas préféré? Steak. Steak, je mangerais du steak 5 jours semaine. Ton film préféré? Un film préféré, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup des films préférés, mais tu sais, j'ai des films que. Là, c'est vieux, là, mais les films de Rocky dans le temps, des films d'action même. Là, j'écoute plus ça, mais c'est des films que j'ai beaucoup appréciés. Super. Puis finalement, si tu pouvais aller voir un artiste en show, ça serait qui? Un artiste en show. Garth Brooks, probablement. C'est un gars que j'aime beaucoup le country. Quand j'ai eu la chance de regarder une couple de fois à TV, là, les stadium shows qu'il fait, là, ça a l'air incroyable. Probablement Garth Brooks. Super. C'est bon. Puis pour finir, je suis allé chercher ça dans ma collection avant le début de l'entrevue. Mais j'ai trouvé ça, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais... Première année avec les Royaux. C'est pour ça tantôt tu me disais 32. Ouais, ça, c'est 32 qu'il y avait dessus. Puis dans ma tête, ça fitait. J'étais comme... Non, mais la première année, j'ai eu le 32 avec les Royaux. C'est ma première année. Puis par la suite, j'ai tombé au 31. Mais que des belles années. Sorel, là, c'est tellement... Moi, j'ai joué mon hockey mineur. Je restais à Verchères. Fait que j'ai joué mon hockey mineur à Sorel. J'ai joué mon midget 3 Sorel. J'ai eu la chance de retourner semi-pro pendant 5 ans. Quelle belle ville de hockey. C'est incroyable. Les gens sont tellement fins. Puis, ils sont fins, mais quand j'ai été échangé de Sorel, puis je revenais jouer à Sorel, je me faisais crier après comme si j'avais été le pire ennemi. Mais c'est du monde qui gagne pour deux équipes. Fait que c'est vraiment le fun. C'est bon. Puis, j'allais dire, dans le fond, en terminant, Dominique, c'est qu'est-ce que le Dominique d'aujourd'hui dirait peut-être aux joueurs d'aujourd'hui dans une chambre de hockey là, en prévision de leur match de série qui s'en vient? Moi, la seule chose que je ne sais pas que je lui dirais pour la game, mais il y a une affaire que je peux te dire par contre, c'est que ça passe vite. Ça a tellement passé vite. J'ai joué 18 ans après mes 4 années juniors, j'ai joué 18 ans professionnel, mais avec les années de semi-pro, jusqu'à 38 ans. Là. Ça passe tellement vite, puis enjoy the ride, parce que tabarouette, tu cliques des doigts, puis c'est fini, tu sais. Puis je le dis à mes gars souvent, tu sais, mes gars, tu sais, c'est pas facile tout le temps, puis je dis enjoy the ride, parce que, gars, mon plus vieux, déjà, il va avoir 20 ans, fini son junior, là. C'est tellement des belles années, ça passe tellement vite. Puis de savourer chaque moment parce que c'est pas long que c'est fini, puis la page est tournée. Puis aujourd'hui, je suis choyé, j'étais à mon compte, ça va super bien, mais je rechangerais tout au monde pour rejouer encore une couple d'années, être capable de jouer une couple d'années au hockey. C'est tellement des belles années, des belles expériences. C'est incroyable. On te sent nostalgique, Dominique. Je pense que jeudi, tu vas être à l'Arena. Il y a des belles... Je vais checker ça. Je dis pas non, mais
c'est sûr Ça a que été je pense- dit devant témoin, là, en plus. Oui, je le sais, mais j'aimerais vraiment ça. Par contre, là, je vais voir. Le jeudi soir, je joue au hockey. Il va falloir que je cancelle ma game, mais je ne dis pas non pour aller voir, checker avec mon chum Dave là, si ça y tente, là, s'il travaille pas. Puis on va peut-être aller faire un tour. Good. Dominique, merci de ta présence sur le podcast ce soir. C'était très intéressant. On a eu le droit à plusieurs bonnes anecdotes également. Donc, Je vous remercie de l'invitation. C'est vraiment apprécié. Puis je vous souhaite bonne chance dans votre podcast puis dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Puis je te sentais un peu nostalgique à la fin. Je pense que durant le podcast aussi, les partisans qui nous ont écoutés ont été nostalgiques là, de ces belles années-là, de te voir dans l'uniforme de Sorel. Puis tu sais, la photo de l'annonce, on a quand même choisi une photo que tu étais avec l'émission de Sorel-Tracy. L'émission de Sorel-Tracy, oui, c'est bien apprécié. Puis j'apprécie, honnêtement, c'est David, quand tu m'as appelé en fin de semaine, sur le coup, je vais vous avouer, je ne savais pas trop. Je ne savais pas trop, tu sais, je suivais pas le podcast, mais c'était vraiment, là, je vais le suivre de plus près, puis j'apprécie vraiment votre invitation, puis le temps que j'ai passé avec vous autres, c'est vraiment gentil de votre part. Ah, ben c'est gentil. Merci beaucoup, Dominique, puis peut-être qu'on va se croiser dans... C'est sûr que si je vais à la game, je vais aller vous voir. C'est certain, 100%. Ah ben, c'est gentil. Ben, Sébastien, c'est plus rare qu'il est à Sorel, là, mais moi, habituellement, je commande sur TV. Tu fais toutes les games à Sorel, toi, de Sébastien, t'es où? Moi, je travaille pour la Ligue, là, mais j'ai été faire quelques descriptions pour le bataillon cette année. Ah, ben c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment le fun. Fait qu'on va se croiser, c'est certain, dans un aréna à un moment donné. Yes, sir. Merci, Dominique, puis bonne soirée. Merci, boys. Bonne soirée. Donc, Dominique Maltais, la légende de la LNH qui était avec nous ce soir. C'était le fun. Quelques petits anecdotes, c'est quand même drôle aussi. Je suis content aussi que finalement, Christian Sboka et Yannick Lévesque m'ont répondu un peu. Là, je leur ai demandé avez-vous des hints, des petites anecdotes. Donc, du temps de... Je vais aller faire mes recherches sur John Brophy après. Sur John Brophy. Le général Brophy. L'admiral, c'est l'admiral de Hampton. Non, c'était très intéressant. Puis ça aussi, Dominique Maltais jouait justement quand j'étais adolescent, puis que j'allais voir les games des Royaux. Puis j'étais même pas encore adolescent, je pense que les Royaux, j'avais 10-12 ans. Mais l'émission, je m'en rappelle bien. C'était le fun. Puis sinon, c'est le fun aussi de voir qu'il suit encore ça. Il a dit qu'il n'y a pas encore autant de temps qu'il aimerait, mais il savait c'était quoi les scores dans les séries. Laval-Saint-Hyacinthe. Yes. Donc, je pense qu'il y a des messages aussi là, dans le chat. Là, je vois Pierre qui dit merci les boys, Martin Fecteau qui dit bonne émission, gang, ça rappelle des souvenirs. Donc, je pense que d'avoir aussi, comme ça en série, des anciens ou des figures là, de la Ligue importante, là, ça nous rappelle des bons souvenirs pour les plus nostalgiques également. Puis Pierre, il demande, Dave, si tu vas faire un péroniste là, ce soir. Ah ben peut-être. C'est bien malgré moi hein, quand ça arrive. Fait que, c'est bon. J'aime pas prendre moi-même. Fait que si on parle un peu là, des séries qui sont en cours, on le disait un peu au début de l'émission là, que ça s'est resserré dans quelques séries. Des séries qui sont... Bataillon pétrolier qui sont maintenant 2-2, Québec et puis Saint-Georges également 2-2. Ces séries-là c'est nez à nez. On a évité également l'élimination pendant la fin de semaine là, chez deux équipes. On a gagné une partie du côté des Marquis, également du côté de l'Assurantiel. Je ne sais pas si tu voulais me parler d'une série pour commencer en particulier. Ah, ben, je pense qu'on peut y aller un petit peu en ordre avec les matchs qui s'en viennent. Demain,
à Saint-Georges, à 19h30, Québec, National Cool FM, match numéro 5. Une série qui vraiment me surprend. Je suis surpris de Québec. Je ne pensais pas que Québec allait donner aussi. Il faut dire qu'en même temps, j'avais dit Saint-Georges en 6 dans mes prédictions pré-série. Fait que c'était encore en jeu. Mais non, je pense que c'est le fun de voir que Québec donne une belle position comme ça. Michael Tam change tellement une défensive là, quand ça paraît en tabarnouche quand il est dans le line-up. Je dirais un peu la même chose aussi pour Alexandre Picard. Là, on a vu ce qui est passé en fin de semaine avec son but. Là, fait un vrai Reggie Dunlop de lui-même. Mais c'est le fun de voir. Puis on voit qu'il je sais pas, il y a quand même un certain engouement à Québec. Fait que, c'est sûr que c'est plate, il y a juste une des deux équipes qui va passer la série. Mais je pense qu'au moins pour Québec, je dirais tant pour Québec que pour Saint-Hyacinthe, peu importe le dénouement de la première série, que la première expérience en série, ça allait donner des séries, des longues séries, au moins 6 matchs minimum, peut-être même 7. Fait que chaque aréna, chaque fan base va avoir eu au moins 3 matchs de série, avoir vraiment pu connaître l'engouement. Je pense que c'est vraiment le fun. Puis c'est de bon augure là, pour la suite des choses. Il reste à voir si ça va se poursuivre pour un ou l'autre ou si ça va se terminer, mais je pense que c'est quand même un résultat très encourageant pour la Ligue en général, que les deux concessions recrues, si on veut, fassent bonne figure en série, puisqu'on l'a déjà vu dans le passé, des nouvelles équipes arriver, puis les premières années en série, ça finissait en 4, ça finissait en 5, c'était plus difficile. Donc, non, c'est le fun de voir. Puis ça mène aussi à l'autre match là, qu'il y a demain, donc à Laval, dans la House of Pain, le bataillon face aux Pétroliers. Donc, ça, c'est vraiment une série. Puis c'est une série qui, je pense que j'ai vu c'était le post de Jérôme Lévesque, justement, que tu as mentionné en début, mais c'est vrai qu'il y a c'est des matchs, là, les premiers matchs, c'était à 6, 5 à 4. C'était des matchs serrés, mais c'était des gros scores. Je pense que justement, ça va être. Je pense que c'est les défensifs qui vont être mis à l'épreuve parce que ça risque de. J'aurais de la misère à croire que les matchs 5, 6, 7, ça va être des gros scores comme ça. Ça risque de jouer plus serré. Encore une fois, pas que les gardiens ont mal fait, mais il n'y a pas encore de gardien dans cette série-là qui a volé un match. Ça aussi, est-ce qu'il y en a un? Parce que c'est tous des gardiens de part et d'autre qui ont connu des bons moments. Boutillier, pendant pour la moitié de la saison, était probablement dans le top 3 de la Ligue. David Richet a gagné un joueur du mois. Ilya Ejov, on le sait, avec tout le talent qu'il a, il peut être dominant. Pagliarulo a été le joueur du mois défensif la dernière fois. Il était quelques fois aussi dans les étoiles. Dans les étoiles, mais à date, il n'y en a pas un encore ils ont pas mal fait, mais il n'y en a pas un qui a step up pour voler une game. Est-ce que c'est ça qui va faire la différence à suivre? Fait que je pense que non, c'est une série qui est très le fun, ça aussi. Puis, les fans, quand on regarde les faits saillants des matchs, quand on voit les faits saillants des matchs à Laval, on dirait qu'on voit quasiment plus les fans de Saint-Hyacinthe. Quand on voit les faits saillants des matchs à Saint-Hyacinthe, on dirait qu'on voit quasiment plus les fans à Laval. Fait que, c'est le fun de voir que se déplacent. J'ai vu qu'il y avait des fans aussi de Laval qui avaient mis perruque jaune là, pour aller pour le match. Comme Zachary Gravel. Ouais, c'est bon, bon, j'ai trouvé drôle aussi. Ouais. Puis sinon, jeudi, il y a 3 matchs de prévus jeudi. Ils vont tous se jouer. Donc, match numéro 6, Saint-Georges-Québec. Ça va quand même fortement dépendre du match de demain pour pouvoir savoir à quoi va ressembler le match de jeudi. Sinon, 2 équipes qui vont essayer de survivre l'élimination, quand même dans des scénarios différents. Jonquière vont jouer sur la route. Donc, ça va être peut-être un petit peu plus ardu. Comme je disais en entrée de podcast, ça va probablement être Philippe Desrosiers qui va revenir devant le filet. Fait que on va voir là, justement jusqu'où va se rendre la séquence ou si l'attaque de Jonquière s'est réveillée et ils vont continuer de la mettre dedans. Fait que ça va être... Ça va être intéressant. Puis, l'Assurance qui, lui, eux aussi, perd 3-1 dans leur série, mais au moins, ils reviennent à la maison, vont pouvoir jouer devant leurs partisans. On peut encore gagner en série devant leurs partisans. Fait que je pense que c'est motivation supplémentaire. Puis, je pense que c'est quand même 2 matchs très importants parce que quand on mène une série 3-0,
si on ne gagne pas jeudi, tant pour Sorel que pour Rivière-du-Loup, ben là, rendu à 3-2, c'est peut-être que le doute s'installe. Fait que je pense que c'est 2 matchs très, très importants. Au moins, pour Rivière-du-Loup, si on perd jeudi, on revient à la maison vendredi. Mais si Sorel perd jeudi, on s'en va sur la route vendredi devant un Palais des Sports qui, même si c'était pas la plus grosse foule là, qu'ils ont eu samedi dernier, il y avait de l'ambiance pareil. Là, les partisans étaient dedans parce que l'équipe a joué un bon match. Puis c'était un match de série, là, un bon match robuste et tout. Fait que non, ça va être... je pense que jeudi, ça va être très intéressant. Puis ben là, ensuite de ça, vendredi, ben, on ne sait pas encore. Ben, il y a au moins un match d'assuré vendredi qui est le match 6 entre Laval et Saint-Hyacinthe. Les autres, ça va dépendre de vendredi, de jeudi. Puis ensuite de ça, ben, match 7 qui serait samedi à Laval s'il y a un match 7. Samedi à Saint-Georges s'il y a un match 7. Puis les 2 autres matchs 7 possibles seraient dimanche à Sorel puis à Thetford Mines. Donc, c'est un peu ça le résumé des séries, mais on est dedans, là. on est en plein dedans, là. C'est pas impossible de revenir d'une série après avoir été 3-0. Je me rappelle, il y a 3 ans, le Cool FM contre les Éperviers l'avait fait. M'a dit qu'en tant que fan de Sorel, si je mets le chapeau fan de Sorel, les fans de Sorel espèrent vraiment que ça se finisse jeudi parce que justement, si on retourne à Jonquière vendredi, ben là, ça vient plus difficile. Fait que non, mais ouais, ça a été prouvé que c'est possible. Donc, tout est possible. Puis, ça fait 2 semaines que je le répète, mais on dirait que je parierai jamais contre Thetford Mines non plus avec l'historique qu'ils ont. Fait que, eux, avec une victoire jeudi, ça se remettrait dedans. Fait que, non, c'est 2 séries qu'il va falloir que Sorel et Rivière-du-Loup close parce que s'il laisse une chance à l'adversaire, il pourrait se faire jouer un mauvais tour. Si je ne me trompe pas, en plus, cette année-là, je pense dans les buts, c'était Raphaël Girard qui avait fait la run dans les buts. Puis on a ressorti Raphaël Girard du côté du Cool FM pour le week-end dernier pour un petit vidéo, là, si vous l'avez vu. Est arrivé avec le chandail à l'envers, Tifu. En forme, Raphaël Girard fait un blanchissage dans le Seigneur 3 en fin de semaine, en demi-finale. Donc, très en forme sur la glace et devant la caméra. Peut-être une carrière d'acteur qui l'attend aussi, dans son cas, après le hockey. Sait-on jamais. S'il y a une agence de casting qui nous écoute, ça serait un bon candidat à mettre en signature. Je suis sûr qu'ils nous écoutent tous. Good. Donc, ça fait le tour des matchs là, qui vont avoir lieu, tu as dit dans le fond jusqu'au match 7. Là. Fait que vous avez une bonne idée si vous voulez revoir ou vous n'êtes pas sûr. Là, le transit de la Ligue là, avec Laurent, tout est là. Ouais. Yes. Donc, peut-être aussi également, j'aimerais faire une petite parenthèse, là, les petits concours Boston Pizza, demain, il va en avoir également un avec seulement 2 matchs. Ça va être les buts gagnants. Donc, il faut que vous ayez le but gagnant d'une des 2 parties là, pour avoir une carte cadeau, là, par exemple. Vous êtes mieux de piger de prendre des bons joueurs là, pour gagner. Parce que les deux premiers matchs là, qu'on a fait le vendredi et samedi, là, personne qui a eu 4 sur 4. Même samedi, sur 17 personnes qui ont choisi les prédictions, les 17 avaient pris pour Sorel, puis c'est les Jonquière qui ont gagné. Faut être devin un peu. Ouais, puis essayer aussi peut-être de diversifier. Là, parce que... Good. Donc, sur ce, on va se souhaiter des bons matchs. Là, et ça commence demain, mon Dave. Donc, on se voit peut-être dans un aréna près de chez vous. Et merci à Dominique Maltais d'avoir été des nôtres ce soir, qui était un bon invité. Et merci à vous qui avez été présents avec nous là, pour une autre bonne émission. Une émission qui a duré presque 2 heures, Dave. Donc,
Ça va bien dormir à soir. Exact. All right. Merci tout le monde et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.